Isabelle. Salut Brice, Bon, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, C'est top? tranquille. Ça va? Tu vas où? Bah, je viens pour le grand talk. Le Grand Talk? Oui, j'ai des choses à dire aujourd'hui. Ah oui? Ouais, ce soir, on va tout casser. Allez, à toutes. Ce soir, on va tout casser. Hello, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va tout casser, nous dit-on. Hey. On espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir chez vous. Bienvenue pour cette nouvelle semaine dans le Grand Talk. Bonsoir à celle qui va tout casser, Isabelle Mauvor. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brice, bonsoir à la team. Comment ça va? Ça va? Tu veux tout casser? Bah oui. Tu connais le son? On va tout casser! Hey, on va tout casser! Ouais, c'est Ah, tu ça. connais? Ouais, je connais Bon, on est bien. content, ça va. Celle qui va tout casser, qu'on la regarde, vraiment. Elle est toute frêle, toute douce, toute gentille. Elle va tout casser. On dit bon, c'est qu'elle s'assure quoi elle compte. En tout cas. Bonsoir Isabelle, merci d'être avec nous, ça me fait plaisir. À vos côtés et à votre gauche, il y a Monsieur André Bois. Bonsoir André. Bonsoir Brice, Comment allez-vous? bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Je pense que vous êtes nombreux, hein. Ou je sais que vous êtes nombreux. C'est ça. Je À faire quoi? À faire quoi? Bah, ils sont nombreux à nous regarder, à être là avec nous, comme du lundi au vendredi. Bon, sur la team Isabelle, donc la team rouge, aujourd'hui, il y a Monsieur Élisée Polougbe. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Bien le ma week-end? place. Parfait. Et même que le début de semaine s'annonce bien. Tout aussi bien. D'accord. Tu sais de quoi tu parles? Je sais de quoi tu parles. Et quand j'imagine que chez Monsieur Alain Toussaint, ça va très très bien. Oui, plutôt bien. Monsieur Alain Toussaint, Lui, il a battu quelque chose. il donc a battu forcément, quelque ça va. chose. Vous êtes en abacoste ce soir, Monsieur Alain Oui, Toussaint. merci. J'ai tombé la veste et le costume. le costume, Très voilà. élégant. Il nous l'avait promis la semaine dernière C'est qu'il ça. changerait de style à partir de cette semaine. Progressivement, on monte en puissance. Voilà. On veut un petit style zaïrois, Merci. Bah, disons congolais. congolais. Ouais, c'est ça. Manuela Pokossi. Hello, Bah, salut écoutez, Brice. alors, juste pendant qu'on préparait l'émission, tout le monde a estimé que cette coiffure vous allait à ravir. Ouais, et c'est vous allez gentil. à merveille. Merci. Voilà. Les autres vous allez, mais celle-là, elle est. Merci, c'est gentil. Ravi d'être là en tout cas. Et ça va vous? On vous Ça pose va. un peu moins la question. Oui, c'est Ouais. le. Oui. C'est Je laisse pour compte. C'est C'est le le- drame du... c'est le drame, hein, merci André. J'ai C'est senti le ça, drame en du fait. présentateur C'est- qui est toujours à se préoccuper. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. C'est ça. En général, les gens qui se préoccupent des autres, en général, on se préoccupe moins d'eux. Ouais, c'est vrai. C'est les délaissés. Ouais, Jésus. Bon, on parle de coiffure. Est-ce que vous allez l'apercevoir? Je tiens à signaler avant Beau que gosse. vous ne le voyiez. Alors, ouais, bon, la Réal, vraiment, Eliane Nagou qui a laissé. J'ai préparé un grand speak, Eliane, pour dire attention, avant que vous ne voyiez. Alors, parce que je ne voulais pas que tu me montres, Eliane. Mais Je peux dire- c'est juste des cheveux qui ont été coupés. Hein. mais C'est- j'ai un commentaire là-dessus. Mesdames, messieurs, ne touchez pas au réglage de votre poste. Et les récepteurs, c'est bel et bien. Voilà. Monsieur. Ce que vous voyez n'est pas une anomalie. Oui, c'est ça, on prend de l'âge, donc... Ah oui, c'est ça s'agit C'est pour la de- première c'est fois ça, qu'il j'ai revendique. 26 ans, donc je sais pas, en fait, comme on dit, la nuit porte conseil, et je pense que cette nuit-là m'a fortement conseillé. Alors, la nuit vous a dit quoi, Kevin? Coupe tes cheveux, tu prends de l'âge. Ouais. Tu n'as plus 20 ans. C'est ça. D'ici la fin du Grand Talk, certainement, tu seras à notre niveau. Non, faut pas abuser. Elle est bonne celle-là. Mais après, les cheveux, c'est pas vraiment un signe de, voilà, de quoi que ce soit, parce que j'en connais qui sont très jeunes et très chauves. Aussi, ouais. Vous avez tous compris, donc j'ai pas a besoin suivi ton regard. Vous avez suivi mon regard. Il est juste à droite, là. Bon, ceci dit, les amis, on espère que ça va bien chez vous sur le plateau. Mais pour nos téléspectateurs également, qui, tous les soirs, êtes plus nombreux à nous regarder, à partager avec nous ces moments de télévision dans le Grand Talk. Et notre numéro de téléphone, hein, donc c'est le début de la semaine. On aimerait bien entendre un ou deux d'entre vous pour nous dire comment vous avez passé votre week-end, ou vous regardez la télé en ce moment, comment vous percevez un tout petit peu ce que nous vous proposons. Donc le téléphone avec son numéro surtout qui va s'afficher au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler là maintenant au numéro qui va s'afficher, qui s'affichera. C'est sûr que d'une façon ou d'une autre, Ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Avant qu'il ne s'affiche, j'ai l'image du... Oh. On va partir avec l'image du jour. C'est cette image-là que Eliane, maintenant, va vous présenter. Voilà, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est l'image de Safari Lobiang, bon, sur
ce photomontage. Il est victime d'un accident de la circulation. Donc, c'était le samedi dernier, 8 octobre, à Faya. Le véhicule de l'artiste est tout cabossé. Bon, mon cher Kevin Aubin, entre deux coupes, vous avez eu le temps de vous intéresser à cette situation. Non, mais ça me fait évidemment penser à l'accident de voiture de l'artiste Kérosène, Oui. qui a eu lieu il y a quelques mois. Et au-delà de Kérosène, je vais parler d'un accident qui était mortel pour le coup. Je fais évidemment allusion à celui de Desbordeaux-Liconfa en 2016 et plus récemment en 2019 à celui d'Arafat Djidje, l'accident de voiture qui a coûté la vie à Arafat. Mais en fait, moi, je ne veux pas incriminer les artistes. Accident de moto. De moto. Pour Arafat oui, Djidje, voiture. quoi, voiture? Accident de voiture. Oui, Bon, accident c'est pareil, de hein, c'est moto. une voiture qu'il a. Ouais. Des Bordeaux, voiture, C'est ça. Arafat moto. Ouais. Du coup, moi, je ne veux pas lancer la pierre aux artistes, mais je pense que l'adrénaline est telle qu'ils baignent en fait dans une insouciance routière totalement folle et dangereuse. Et c'est pas que d'être moralisateur que de le dire, mais c'est vraiment le cas. Parce que quand tu vois certains artistes rouler, tu te poses la question de savoir, mais est-ce qu'ils pensent qu'il est immortel en fait? Et Moi, j'avoue que vous parlez des artistes, c'est bien, vous faites bien, mais moi, j'avoue que je me suis posé la même question pour un chauffeur de Boaka. Donc, pour dire, est-ce que c'est vraiment lié au fait que ce soit des artistes qu'ils roulent, que certains roulent comme des fous? non, mais je veux dire, c'est d'autant plus significatif quand c'est un artiste parce que c'est un personnage public. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, quand il y a un accident de Boaka, on parle du Boaka en question et des clients qui ont vécu l'accident, mais pas du chauffeur ou du chauffeur parce qu'on ne sait pas qui c'est. Mais quand c'est Safarel, ça pose des questions. Vous dites parce que selon certaines informations, l'artiste roulerait ou roulait à vive allure. Bon, on me dit que c'est pas le cas. C'est pas le cas, il roulait pas à vive allure. Mais en tout cas, dans le cas, encore une fois, de Bordeaux, Bon, mais quand on en dit qu'il ne roule 2016, pas de vivre dans Même s'il voulait pas de. Mais il y a des rumeurs, endormi juste- ou quelque chose comme voilà, ça. oui, c'est avant, ça. ou qu'il Apparemment, avait il n'avait pas sommeil. dormi pendant 2 jours Voilà. et qu'il était Donc, il a fatigué. pris volant. Donc, même ça aussi, il y va de sa responsabilité, je veux dire. Sans doute que si on doit bien à écouter Kevin, c'est que les artistes et la route, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. On se rappelle celui qui était dans le film Fast and Furious. Fast and Furious et oui. bien Paul d'autres. Newman, oui. Les artistes et les voitures, et il y a vraiment un rapport comme ça où peut-être ça participe à leur donner une forme de toute puissance. Donc parfois, ils abusent un peu, ils appuient un peu sur l'accélérateur. D'autres fois, ils sont dans des cortèges où il y a certains parmi eux qui font un peu les fous. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai questionnement. C'est là où je suis d'accord avec lui sur le fait que les artistes doivent vraiment, il ne faut pas qu'ils se considèrent comme un peu des policiers avec des cortèges, enfin comment je vais dire ça, des cortèges publics ou administratifs, enfin, des choses de l'État, parce qu'eux, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. Et même là encore, donc, vous voyez encore, eux, les artistes, ils n'ont pas tout ça. À chaque fois, c'est des accidents, et souvent assez graves et assez mortels, quoi. Donc, il faut vraiment être prudent. Il faut surtout souligner que 90% des accidents mortels en Côte d'Ivoire sont liés donc à des facteurs humains. Donc c'est le lieu aussi de sensibiliser l'ensemble des populations à bien, en tout cas, respecter le code de la route, quoi. Voilà. Là où la chronique improvisée ce soir de Kevin Aubin. Ah, c'était une chronique. Non, mais c'est bon. On vous a vu. Je suis même pas au courant. Mais Moi, je présente on vous a une vu, mais chronique. justement, c'est une petite chronique parce qu'on vous a vu présenter la situation, faire l'historique, avoir des illustrations. Donc, c'est une mini-chronique. Alors là où ça devient intéressant, c'est parce qu'à un moment, effectivement, en tant qu'artiste, en tant que personnage public, nous donnons des exemples. Lorsque vous passez, qu'une situation comme ça se produit, ou bien quand on vous voit passer, les gens ils vous reconnaissent, on dit ça c'est le véhicule de Kevin, ça c'est le véhicule d'André Bois. Donc on a un devoir d'exemplarité donc, à partager sur Alain, vous vouliez dire quelque chose? Oui, devoir d'exemplarité, encore que sur la route, il n'y a pas de classe sociale. Il faut juste faire preuve de civisme. Voilà, qu'on soit boulanger, pâtissier, artiste, numéro 1 du hit parade, on est soumis au même code de la route qu'il faut respecter. Voilà. Là, en l'occurrence, d'après ce que j'ai lu aussi dans les journaux, il était, semble-t-il, endormi. Et voilà, donc il faut un peu de discipline. On le sent Et même puis, fatigué, là. Voilà, sur la et photo. faire attention quand même à sa sécurité et surtout à celle des autres aussi sur la route. Et moi, j'aimerais vraiment souligner en fait la promptitude, je veux dire, des passants, parce que nos frères ivoiriens n'ont pas attendu que l'ambulance arrive. En fait, ils ont tout de suite en fait porté secours à l'artiste. Donc, il faut saluer en fait cette solidarité là qui est vraiment. Et puis même là, en l'occurrence, ils ne savaient pas que c'était Safarel Obiang. Hein. C'est ça. Ils l'ont Oui, découvert voilà, comme c'est ça ça. sur le coup, mais voilà. Oui, parce que moi, lorsque j'ai malheureusement été victime d'un accident,
J'avais vu le gars qui était en train de prendre des dépouiller. photos. Ah, d'accord. Les photos, Voilà, il prenait des photos. Je lui ai dit, tu ferais mieux d'appeler les pompiers pour ça. Peut-être qu'il faut- Et quelqu'un a parlé de sommeil là, comme un des facteurs. Il faut vraiment, puisqu'on parlait des artistes, il n'y a pas évidemment de carte d'identité quand on est sur la route pour ce qui est de provoquer des accidents. Les artistes, ils font des tournées. Parce que lui, par exemple, il va te faire un concert, je ne sais pas, à Boaké à 16h, en temps il a un autre à Abidjan à 22h. Tout ça, il faut que ça se prépare avec une équipe, des chauffeurs, des gens qui peuvent quand même vous permettre de pouvoir répondre à tous ces contrats, etc. Donc c'est très important de mettre en place toute une organisation autour d'un artiste comme ça, qui est un artiste à succès, et ne pas le laisser comme Mais ça. après, s'endormir c'est un voilà. humain. Peut-être qu'il se baladait tranquillement, comme chacun d'entre nous. Et puis, malheureusement, une défaillance technique a peut-être été à la Probablement, base oui, ça de, peut- de- ça de peut ce qui est J'ai arrivé. vu la possibilité. Bon, en tout cas, nous, c'était une petite lucane déjà pour dire prompt rétablissement à Safari Lobiang, à lui et à toutes les personnes victimes d'accidents, parce qu'il n'y a pas que Safari Lobiang. Il y a eu d'autres situations d'accidents de la route, malheureusement, sur les différentes routes de Côte d'Ivoire. Donc, on profite de l'occasion donc pour dire prompt rétablissement aux blessés et puis bon courage aux personnes pour qui les choses ont été beaucoup plus graves. Bon, on progresse avec, en deuxième image du jour, cette grande rumeur sur la libération des 46 soldats ce week-end. J'étais tranquillement chez moi et j'ai commencé à avoir des alertes, des messages. Ça y est, les 46 soldats ivoiriens détenus injustement au Mali depuis le 10 juillet seront parmi nous d'ici peu. Nous saluons l'efficacité du président Alassane Ouattara. Bon, alors c'est un message signé Aminata 24. Ça à décoder point par point. Déjà, l'annonce. On va commencer par l'annonce de la libération des 46 soldats, enfin de la libération imminente des 46 soldats le week-end. On l'a entendu. Élisée. Oui, mais moi, effectivement, ça a été annoncé par Aminata 24 pour ceux qui se connaissent plus ou Mais moins. pas quel? Oh non, je dis que l'image qu'on est en train de voir, l'image bien qui nous est présentée à l'écran, voilà, Aminata 24, on sait que c'est une activiste du web qui est un peu proche du parti. Mais ce que je veux dire, c'est que le week-end déjà. Oui, ce week-end, j'en viens. Voilà, il faut qu'on situe quand même le contexte, que les gens sachent pas qui est-ce qui est en réalité à la base de ça ou qui a fait cet écrit. Il est bon quand même de le situer un peu. Voilà, c'est une activiste qui est proche vraiment du RHDP. Et donc, vous imaginez qu'une telle publication est faite, surtout que c'est une page qui est suivie. Pour plusieurs, ça s'inscrit dans le cadre de la véracité. Mais déjà, pour revenir sur cette information, moi, je pense que ça a suscité beaucoup d'engouement, ça a suscité beaucoup ça fait couler beaucoup de salive et d'encre, pour la simple raison que c'est quelque chose qui est attendu par la grande majorité des Ivoiriens. Ils sont vraiment impatients de voir la chose. Et puis, n'oublions pas que juste dans cette semaine, il y a eu 24 heures d'intervalle sur 2 visites. Celle d'abord du président Faure, qui est le médiateur dans cette crise-là, le médiateur principal, et puis celle de Ambalo, qui est le président de la CEDEAO. Donc, l'un dans l'autre, avec une telle information, on se dit certainement qu'on est en train d'aller inexorablement vers la fin de cette crise. Donc, le retour de ces soldats-là, c'est ce qui, justement, a suscité un certain engouement, un certain enthousiasme au sein de la population. Mais bon, je pense, pour ce qui me concerne, que cela annonce, bien évidemment, on dirait, c'est ça, non, l'expression, Kevin? Quoi? Le printemps annonce, l'hirondelle annonce le printemps, c'est ça? Je sais pas du tout. Ah ben non, là, c'est pas possible. Monsieur Contest, il doit me la donner. Non, c'est juste dit qu'en fait, on est en train d'aller inexorablement vers le dénouement, j'espère bien. André? Oui, c'est vrai qu'Élysée a dit l'essentiel, hein, c'est qu'on est tous dans l'attente de la libération de ces 46 soldats, mais il faut vraiment faire attention à tous ceux qui veulent être des premiers donneurs de scoop, ça court derrière pour pouvoir nous dire j'ai été le premier à donner telle information, entre des comptes, je veux dire, avec des personnages, ou des gens avérés derrière, ou des comptes avec Avatar, ça commence à être un peu fatigant, je ne sais pas. Franchement, il faudrait que sur ça, les pouvoirs publics, on a la PLCC, on a bien d'autres, agissent ou réagissent promptement. Parce qu'on ne peut pas être là, et parce qu'on ne sait pas, un jour, ils vont nous annoncer des choses qui vont provoquer plus de dégâts qu'on ne le pense. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vrai, un journaliste peut annoncer quelque chose parce qu'il a reçu une information, s'il peut s'avérer que ce n'est pas vrai, etc. Mais là, c'est des professionnels du scoop, et les professionnels du scoop, très souvent, ils finissent par dire n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention.
à travers ça, à ce que font ces donneurs de scoop. Kevin, avant Alain. Déjà, moi, quand je vois, je ne connaissais pas cette page Aminata 24, je trouve que c'est la prétention derrière même qui me dérange, le 24, pour un peu faire allusion à France 24. Ouais, mais bon, mais. Oui, mais non, mais au-delà de ça. Pourquoi vous pensez que c'est prétentieux? Bah, c'est mon avis, mais grand bien lui fasse. Hein. Bon, après 24, c'est Bah, qu'un on aurait chiffre. pu 69. Mais voilà aussi. Oui, ça aussi, c'est pas mal. Non, mais je veux juste dire que la rumeur, on le sait, c'est la quintessence même de la désinformation. Je veux dire, si on se basait sur des rumeurs pour distiller des informations, Reuters ou l'AFP n'auraient pas existé. Voilà. Et de deux, je trouve ça mesquin, le fait d'instiller une information justement sur un sujet comme ça aussi grave, parce qu'il y a les familles de ces soldats-là qui sont aux aguets, qui sont à l'affût de la moindre information positive. Notamment, ils se disent, bon, s'il y a une information qui nous dit qu'ils viendront, on a hâte parce qu'il y a des pères, des mères qui sont là-bas. Et puis, voilà, les familles s'y attendent. Donc, je trouve ça mesquin et très dangereux. Mais après chacun sur ce plateau ayant ses sources, vous pouvez avoir d'une source que vous estimez fiable et introduite, que cette libération, et je me dis qu'on pourrait imaginer que ça a été le cas pour Aminata 24, qu'une de ses sources, comme on en a tous, je rappelle, lui aurait confirmé la libération imminente, disons-le, de ces soldats-là, et qu'il y ait eu, malheureusement, une situation qui est venue empêcher que la chose se fasse. Alain Toussaint. Oui, bien sûr, mais c'est une hypothèse qui reste quand même discutable. L'inquiétude sur cette rumeur-là, c'est le fait que l'information de Guémé a été reprise par des sites Internet quand même qui ont pignon sur rue. Voilà, même des chaînes d'information. Donc l'idée, c'est pas rester focalisé sur ce message-là, parce que c'est pour ça que je voulais planter le décor en disant qu'il n'y avait pas que ce message-là qui était en rapport avec la libération des soldats ivoiriens, imminente, j'insiste. Oui, mais bon, le problème, c'est que tout cela part quand même d'un fake news. Voilà. Et puis la primeur de l'annonce de la libération des soldats ivoiriens est réservée à l'État. Parce que moi j'ai vu M. On a un Pasquet, ministère des Affaires... non, mais c'est un avatar. Je veux dire, le fameux avatar au compte, en tout cas, Pasquet, qui avait annoncé que l'avion, le fameux avion était prêt. Oui, et toutes ces choses. L'information a été reprise par beaucoup de sites d'information, ce qui est d'ailleurs enfin regrettable. Mais la primeur doit être réservée à l'État. C'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, la présidence de la République, bien sûr, et ensuite les autres peuvent relayer. Et même, tant bien même que Aminata 24, excusez-moi, laissez-moi terminer, elle est proche, comme on dit, du RHDP, mais de grâce, qu'elle laisse la diplomatie faire son œuvre. Non, mais en même temps, Alain, vous dites... Et puis ce n'est pas une source fiable. Bon, là, c'est moi qui vais si elle vous demander de laisser terminer. Voilà, si elle éditait du contenu, on aurait compris. Oui, voilà, vous ne m'avez pas laissé terminer. Voilà, une page Internet, une page Facebook, bon, franchement, avec un pseudonyme. Bon, moi, je ne donne pas beaucoup de crédit à tout ça. D'accord. La prochaine fois que vous me demandez de vous laisser terminer, je ne vais pas le faire. Parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Et tout le monde l'a vu. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on est tous journalistes, on a nos sources. Vous n'allez pas un jour avoir une source, la garder, parce que après, en tant que journaliste, en tant que média, vous avez envie d'avoir la primeur de l'information. Si vous avez l'information, est-ce que vous êtes tenu d'attendre qu'il y ait un communiqué officiel de la part du gouvernement pour pouvoir diffuser votre information? Non, mais là, vous êtes en train de toucher le cœur même du journalisme. Je pense que Pocosi va sans doute embrayer là-dessus. On va faire une formation journalistique sur le plateau. Sincèrement, non. Moi, je reviens sur les propos de Kevin et d'Alain pour insister sur ça. Oui, un journaliste a le droit d'avoir ses sources. Oui, parfois, la primeur de l'information est importante pour nous, mais je veux dire, il faut remettre l'information et surtout la véracité, les faits au cœur de tout. Je pense que dans cette situation qui est particulièrement sensible, qui est une situation diplomatique avant tout, il faut le relever, il faut laisser la diplomatie aux diplomates. On a appelé plusieurs fois sur ce plateau, nous-mêmes ou bien la population, les autorités de part et d'autre, maliennes et ivoiriennes, à faire preuve de sagesse, à faire preuve de tout ça. C'est à nous, c'est à notre tour maintenant de faire preuve de sagesse et de faire preuve de patience et de silence. Et de responsabilité. Voilà, tout Et simplement. ces gens-là, en fait, c'est ce qu'on appelle des propagandistes. Enfin, je ne comprends pas. C'est comme mon cher André Bois. Dis-moi Je tout. pense que ma coiffure que j'ai coupée là, ça me... Ça te perturbe toi-même. beaucoup de choses. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'André a raison. C'est la course à celui qui dégoûtera l'information la plus vive sur justement Si vous, Kevin les Pépin, 46 vous soldats. avez aujourd'hui l'information d'une source très fiable au sein de la junte malienne qui vous dit, par exemple, que nous avons, par exemple, la confirmation que les soldats vont être libérés. Vous partagez l'information ou pas? Par prudence et par déontologie, je parlerai au conditionnel.
tout simplement. Voilà, Non. mais tout Ça, c'est- alors, non, et c'est- attends, Je reviens. vous Avant, vous souvenez, oui. vous vous souvenez, on insiste là-dessus, bon, on lit un truc de Fadal Voilà, il Day, y a pas que, qui est mais justement, aussi- j'insiste pour pas que le sujet tourne autour d'Aminata 24 pour dire d'autres. C'est pour ça que j'insiste. Mais pour dire c'est là où d'autres- ça va, penser que ça fait corporatiste, parce qu'on est tous journalistes, on dit non. Oui, vous savez, prenons l'exemple, parce qu'on a parlé de 24 tout à l'heure, quand une certaine chaîne qui s'appelle 24 nous dit il y aurait des tirs à Bassam, il y aurait ceci, machin, parce qu'ils n'ont pas encore la certitude, eux, à travers leurs sources, à travers leurs renseignements, que c'est sûr. Donc, ils utilisent le conditionnel. Ce n'est pas une question de vouloir s'attaquer à cette dernière. C'est-à-dire qu'un journaliste sérieux ne fait pas une affirmation parce qu'il est différent, comme il a dit, du propagandiste ou de... Donc, avant de dire que vous en faites pas, nous en sommes sûrs, l'avion a décollé de Bamako à Lomé ou de Lomé à Abidjan, il doit s'assurer que toutes ses sources lui confirment cela, c'est tout. Et pour, Aminata comme, 24 elle n'est pas journaliste. Hein. Non, pas Oui, du mais tout. même Voilà, si elle donc était... elle ne oui. répond mais justement. d'aucune C'est- responsabilité Non, mais devant oui. aucune autorité. Donc elle peut affirmer tout ce qu'elle souhaite. Et en plus, il dit c'est une forme d'avatar puisque tu travailles avec ton pseudo. Oui, c'est un Pour l'instant, avatar. on ne sait pas qui C'est un c'est. avatar. Non, non, C'est non, en non, ça- pas c'est en fiable. ça en fait qu'on voit la différence entre un journaliste et un internaute lambda. Pourquoi? Parce que le journaliste ne va pas s'arrêter seulement qu'à une source, il va avoir plusieurs sources, il va recouper l'information, il va chercher à savoir quelle est la véracité de l'information, etc. Alors que par exemple, l'internaute lambda va juste se baser sur son réseau, donc sa source est diffusée directement l'information, Alors, la vraie- sans forcément avoir l'intuition ou la recherche que le journaliste Non, on aurait. attend aussi du journaliste, j'allais dire qu'il est avant tout une éthique. Ça existe, l'éthique journalistique. Voilà, c'est Pas que comme ça quand existe, on c'est voit. même une obligation. Voilà, c'est une obligation, c'est comme les médecins. Voilà, on ne fait pas ça. Et puis il n'y a qu'à regarder, j'allais dire même au niveau international, on a l'un des plus célèbres activistes, Julian Assange. Il n'y a qu'à regarder ce qui lui arrive depuis des années. Est-ce que c'est parce que ces informations-là étaient fausses? Pas nécessairement. Mais mais voilà. c'est pas nécessairement, mais il a des ennuis. Pourquoi? Parce qu'on ne dit qu'il y a un cadre, il y a une Voilà. éthique à Non, mais, avoir. Non, mais après c'est un autre débat, je pense. Non, mais vous savez, Mais je reviendrai à ça. Non, en fait, ce que les gens doivent savoir, peut-être que beaucoup d'hommes l'ignorent, mais il y a une loi, hein, il y a une loi sur la publication sur Internet et tout ça. Une loi qui est en rapport avec les fake news et tout ce qui va avec en Côte d'Ivoire. La loi a évolué. Donc aujourd'hui, en fait, moi, je pense que l'essentiel doit être mis sur la responsabilité des uns et des autres. Ne pensons pas qu'aujourd'hui, il suffit juste de taper sur un clavier et puis on s'en fout, on est parti. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux avoir une information de première main, comme tu le dis si bien. Tu vois, tout à l'heure, André a dit quelque chose de fondamental. Tu sais, le métier qu'on fait là. Tu peux donner des informations, tu peux être un lanceur d'alerte, mais le journaliste, donner une information capitale Non, avec mais tout ce qui va avec. Fadal Day, Aminata 24 ne sont pas journalistes. Mais je suis d'avis, mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de mettre en avant la responsabilité des individus. Ils ne sont pas journalistes, mais ils sont citoyens. Oui. Et tout citoyen est soumis à la loi qui régit le pays. Non, mais et ils la sont loi pas- du pays dit que quand tu donnes une fausse information qui n'est pas vraie, tu peux être poursuivi. Donc mais- ça appelle la responsabilité de chacun dans tout ce qu'on écrit en fait. Donc ils ne sont certes pas journalistes, mais ils sont citoyens. Et dès cet instant-là, ils sont soumis donc à la rigueur de la loi. Oui, mais Donc, excusez-moi, il faut faire attention. on va partir sur les questions de fond. On va partir sur les questions de fond, C'est ça. de syntaxe, de grammaire, de tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que quelqu'un, pour que l'information, là, telle qu'elle est présentée, pour qu'on la qualifie de fausse, est-ce que quand quelqu'un dit un peu de patience, sinon c'est bouclé, restons juste en prière. Pour dire qu'à un moment donné, restons juste en prière. Ou Aminata 24 qui dit, bientôt, on peut revenir sur le message s'il vous plaît. Non, mais avant même de. Enfin, ça veut tout dire et rien dire en même Les temps. 46 soldats détenus justement au Mali depuis les jours Bientôt. parmi nous, d'ici peu. Donc jusqu'à présent, est-ce que nous sommes, c'est une question, Ouais. est-ce que nous sommes dans un cas d'information fausse? Brice, Dites-moi. on va pas... Non, répondez-moi s'il vous plaît. Non, Mais mais il y a c'est que pour ça, mais les- je- on C'est peut une question. répondre. concernés. Vous On est répondez justement bien en train de répondre, dire, il y a quelqu'un que les doit répondre aussi. diplomates, Voilà, il y a donc que le les métier. diplomates et les concernés qui sont en train de faire ces négociations, qui peuvent et doivent répondre. C'est ce qu'on dit. Mais sinon, On il n'y y a est pas. aussi un Attends. média On parle de international. fake news. Vous avez Attends, parlé non. de fake news, s'il vous plaît, Brice, sur le moi, plateau. je Faut pense pas que qu'on aille dans tous les non, sens. on va pas aller dans tous les sens. Moi, j'ai une réponse précise. Oui. Pourquoi? Ah, Parce que c'est- tu as c'est pris un génial. exemple sur le cas d'Aminata 24. Mais ce n'est pas un cas d'école. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un cadre. Je viens, on faut aller au bout. Ça, si je prends les 46 détenus justement au Mali depuis ils seront parmi nous d'ici peu. Moi, je peux même le dire, parce que d'ici peu, ça peut être le 24 février 2024. Donc, Brice, non. En même temps aussi, en disant ça, c'est un peu se foutre un peu de la gueule du monde. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit d'ici peu que finalement, on est en train de vous dire, de toute façon, ils vont sortir un jour. Comprenons que là, on était dans un cadre, on était un week-end, plusieurs ont annoncé, et on l'a vu, que l'avion, c'était imminent, l'avion était en train de partir. Il y a des médias même qui ont dit, à Lomé, la discussion c'était de savoir est-ce qu'on les envoyait à Lomé ou ils venaient directement à Abidjan. Ce qu'on veut dire, pour rester dans le fond, comme tu dis, dans le fond, quand on est un média sérieux, un journaliste sérieux,
quand on donne une information et qu'elle n'est pas avérée, parce que je préfère prendre ça comme ça pour que vous compreniez, sans doute, quand elle n'est pas avérée, mais c'est un désaveu pour le journal. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Parce qu'on dit, mais vous avez dit qu'ils arrivaient lundi, mais ils ne sont pas là. Vous dites non, mais beaucoup d'hommes aussi ont dit lundi. Mais finalement, vous êtes un journal. Allez-y. Brice pose la question de savoir si l'information telle que donnée est fausse. Elle est fausse. Moi, je vais répondre tout de suite, puis je vais expliquer pourquoi elle est fausse. Parce qu'une information, quand elle est donnée, il y a la lettre qui est écrite, mais il y a l'esprit derrière. Quand vous dites que les 46 soldats ivoiriens détenus justement depuis le 10 juillet seront parmi nous d'ici peu, déjà, il faut qu'on me donne la date à laquelle cette information a été publiée. Elle a été publiée, je crois, vendredi, si je ne me trompe pas. Ouais, parce que c'est marqué un jour, le 10 Voilà, juillet. non, bon, pas un jour par rapport à aujourd'hui. Okay. Je crois que c'était vendredi que ça a été publié et tout ça. Et quand on sait, parce qu'en fait, il faut tenir compte du contexte dans lequel l'information est publiée. On sait que le président togolais vient de voir le président, son homologue Ouattara. Certainement, la question des 46 s'est posée. Ils ont fini d'en discuter. Le lendemain, ils retrouvent Ambalo, qui est le président de la CEDEAO, le président Ambalo, pardon, le président de la CEDEAO. Et puis, tu viens le vendredi, tu dis c'est déjà bouclé, les gens sont là. Logiquement, tu es en train de préparer nos esprits à ce que les gens soient là dans les heures ou dans les minutes ou dans les maximums qui suivent. Dans les jours qui suivent. Tu prépares les esprits des gens. 72 heures après, disons même 4 jours, 5 jours après, aujourd'hui on est lundi, 4 jours après, on se rend compte qu'il n'en est rien. Donc c'est une information qui est fausse. Parce que tu as tenu compte du prétapus pour prétexte le contexte pour pouvoir nous envoyer cette information. Donc tu nous as trompés. L'information est fausse. Réactions? Non, moi, je parce suis que- totalement... Non, je Oui, voudrais vas-y. quand même faire un petit... Brice parlait de, Oui, mais- de propager une fausse nouvelle. Mais c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des raisons d'État. Il y a des organisations de la société, de la communauté. Si vous publiez une information selon laquelle on aurait, je dis n'importe quoi, permettez-moi, on est notre pays s'appelle Gbegbesu, qui est mon village, je fais un clin d'œil, et qu'on aurait Notre assassiné l'ensemble des habitants de Gbegbesu, voyez-vous que, et que ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on se dit, comme il a dit, votre idée derrière, c'est quoi? Vous n'êtes pas en train de dire, mais pourquoi vous le dites? Vous, sans doute, vous visez quelque chose. Donc, vous propagez une fausse nouvelle pour obtenir un résultat. Donc, c'est une manipulation. Et ça, c'est condamnable. C'est ce qu'on vous explique, en fait. Kevin? Et d'ailleurs, quand ton information n'est pas jalonnée de précision inouïe, je veux dire, abstiens-toi d'écrire en fait. Parce que d'ici peu, ça veut tout dire et C'est ce que je rien dis, dire en faut même pas temps. attendre De 2024. un. Oui, mais après, la fameuse Non, mais terminée. au-delà même justement de la syntaxe et du dissipé, tout ce que tu veux, Brice, il y a des familles, moi je tiens à le préciser, il y a des familles derrière. Imagine un enfant qui a son papa écroué au Mali depuis 3 mois, qui est éloigné de son père depuis 3 mois, il tombe sur cette information-là, il sera tout de suite épris d'espoir. Et quand pendant 2, 3, 4, 5 jours, il n'y a aucune autre information, et même quand il lit les informations justement qui émaillent la journée, il voit en fait que le d'ici peu là, ça peut être très très lointain en fait. Mais pardon, Alain c'est Toussaint, pas- Alain Toussaint, c'est pas le point de Brice, je même. parlais avec Alain Toussaint, s'il vous plaît. Alain Toussaint, il y a eu des... Comme pour moi là, ça te... Je veux pas dans ton Son sens. point, Brice. Non, c'est pas ça. C'est qu'il il faut que je permette à tout le monde de s'exprimer sur la question. Mais il y a eu des... Vous me direz si je me trompe. Il y a eu des situations où il y avait même des prises d'otages. Et même les ravisseurs ou même des sources très sûres avaient annoncé que les otages seraient libérés. Et après, il y a eu certaines situations qui ont retardé la libération de ces otages-là. Non, l'information est fausse. Pardon? Mais après, vous... Allez-y. Je n'ai jamais été dans les coulisses d'une libération d'otages, mais je sais qu'en ce qui concerne, par exemple, des ressortissants français, il y a 2-3 ans, il y avait des négociations. Et puis, quand il y a du retard dans la remise de ces otages-là aux autorités françaises ou à des intermédiaires, c'est parfois lié à la question de, comment on dit, de la rançon, voilà, qui n'est pas encore arrivée, ou même la mise en sécurité des ravisseurs, etc. Pour ce dossier-là, je pense qu'il y a visiblement des personnes qui sont proches du pouvoir, qui écoutent aux portes et qui vont sur les réseaux sociaux propager ce genre de rumeurs, parce que ressortir des points de blocage, entre guillemets, qui sont totalement inventés, parce que le dossier est quand même plus profond que ça. Voilà, les points de désaccord sont plus nombreux, sont plus sérieux qu'une affaire de lieu de remise des soldats. Je pense que ceux qui relaient aussi ces informations devraient un peu réfléchir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, excusez-moi, que la Côte d'Ivoire soit spécialement attachée au fait que les soldats soient remis à Lomé ou récupérés à Bamako. L'essentiel est qu'ils soient en liberté, et c'est ça qui est le plus important. Mais je veux dire, au-delà de ces questions techniques là dont vous parlez, Alain, on est tous d'accord que chacun a eu une source ici qui parlait effectivement de l'imminence, en tout cas de tous les indicateurs qui étaient ouverts concernant la libération de nos soldats. Pas moi. Moi, je n'avais pas de source. Moi, Non, j'avais mais pas de Brice, source. allons-y dans l'hypothèse que... Non, Brice, C'est pas vrai. Vous voulez que je vous sorte les messages
qu'on a dans le groupe. Arrêtez, ne faites pas de la mauvaise foi. Arrêtez. En début, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Admettons qu'on ait des sources. Oui. Ce qu'on dit justement, c'est que vous ne publiez pas l'information que vous pensez avoir de bonnes qu'elle n'est pas sources. confirmée Tant de que vous sources n'êtes pas sûr que officielles. c'est ça qu'il s'agit en Non, fait. mais je veux dire, C'est ça. vous partez un peu dans tous les sens. Allons-y. pourquoi Non, non, non. Ce qu'on veut dire dans un premier Oui, temps, c'est s'il vous écoute, plaît, oui. ce qu'on veut dire dans un premier temps, c'est qu'on a tous eu, quand vous dites, quand vous n'avez pas des sources, on a tous eu des informations, et vous l'avez dit tout à l'heure vous-même dans votre analyse, qu'aujourd'hui, au regard de tous les efforts qui ont été consentis, les indicateurs concernant la libération, et ça a même été dit, les indicateurs concernant la libération de nos soldats sont au vert. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Mais c'est ce qu'on appelle des spéculations. Non, c'est visible. Bon, là, mettez-vous d'accord parce que c'est non, pas on l'a appuyé même par des faits. J'ai dit quoi? J'ai dit que depuis que la crise a commencé, on n'a jamais vu une visite en 48 heures ni De du chef président d'État. du Togo, qui est le médiateur en chef dans cette crise-là, ni de celui de la CEDEAO. Donc, sur cette base-là, on se dit que les négociations sont en très bonne voie et que certainement ça va aboutir Et même à que une des fois libération autorisés, imminente. ici, le gouvernement ivoirien a estimé qu'il fallait qu'on reste serein, que les choses étaient en train d'aller bon train pour la libération Mais- de ces Mais soldats. ça veut pas ne- dire qu'il revient. Ça ne pose pas de problème. Mais ce n'est pas une information qu'on a donnée, Brice. Non, mais je voulais qu'on soit d'accord. On pour dit dire que le président est au travail, il travaille à ce qu'il soit libéré. Voilà, mais ce n'est pas une information en tant que telle. Et puis le reste, comme Kevin, je pense que c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, ça reste aussi un travail d'analyste politique. Non, mais que nous après, sommes en train de André, devenir. moi, On je a prends le la droit parole parce que d'analyser les après, il choses. faut terminer là-dessus. Après, c'est une question, il y a une question également de crédibilité. Je vais sortir le mot de la crédibilité. Quelle crédibilité les uns et les autres donnent ou accordent à certains médias, accordent à certaines personnes, à certains donneurs d'alerte? Pour dire qu'aujourd'hui, Tintin Toin se lève pour dire Alain Toussaint, qui est à ma droite ici, c'est le père de 5 enfants. Ben, à la limite, si c'est Tintin Toin, Et le nombre est juste d'ailleurs, ma part que ça dépend de la suite. Ça dépend de la suite. Ça dépend de la suite. de 5 mamans différentes, Non, ça c'est ça, c'est c'est faux. faux. Voilà. À la limite, on se dit Tintin Toin, qui le connaît, qui accorde du crédit à quoi? Et pour vrai. dire qu'aujourd'hui, si ce n'est pas un média, et ça, on va terminer là-dessus sur le terme du conseil, si ce n'est pas un média officiel, si ce n'est pas un média reconnu ou une personne censée donner des informations juste à un moment donné, ben, on n'accorde pas du crédit et de la crédibilité à ses propos. On est d'accord ou pas? Bah oui. Bien sûr, on va prendre les pincettes. Bon, faites attention, rien que ça, faites attention. Faites attention. Après, il y a des avatars. Chacun y va par son moyen de propagande, de manipulation, pour être d'accord avec vous. Mais après, s'il vous plaît, faisons attention. Faisons attention. Et Fadal D, quoi. Enfin, je sais pas. S'il n'est plus inspiré pour chanter, qu'il se taise. Parce que. Ouais, j'assume. On Hein. va pas pouvoir envoyer des balles maintenant. Non, mais c'est vrai, Fadal D, je sais pas, depuis quand Fadal D a des informations précises sur une situation diplomatique aussi sensible. Excusez-moi, Fadal D, quoi. Baraki Non, mais- Saïkou Kadi. Mais Vous ne connaissez pas une chanson de Il Fadal faut qu'on nous en Voilà. ramène du Bon, Fadal s'il D. vous plaît, la régie, préparez une chanson de Fadal quand même pour Kevin Aubin. Pour adoucir tout ça, parce que il y a Non, l'effort. mais bon, après, après union de prière. Moi, je vais retenir, restons en prière. Voilà. C'est ça, ouais. Notre souhait, restons en prière pour la libération de nos... 46. c'est Fadal D, ça. Je comprends pourquoi il se lance dans le journalisme. Arrête, Kevin, arrête. Il n'a arrête. pas commencé à Voilà. chanter dans Mais le bon, film. franchement, On entend c'est- juste la Ne Voilà. serait-ce que les prémices de la chanson. Ben, Non, mais elle est belle. Mais voilà. Ça, c'est une grande vérité. Non, ça dit ça, ça n'arrivait plus à l'ordre de la base. c'est pas mal, hein. Ah, bah, tu vois. On est l'apprécie, Tu vois que tu as allé trop vite en lorsqu'on l'a besogne. perdu. Mais qui chante alors? Faisons en sorte que nous n'ayons pas à le perdre. Tu vois, en Non, plus. franchement, oui. C'est. Bah, la régie, on peut avancer le morceau quand même, parce qu'il faut qu'il sache qu'il y a du rythme quand même dans ce morceau. Bon, voilà. Allez, la régie va prendre 4 minutes pour ça. Bon, je cherchais... Non, c'est pas comme ça, le morceau. Alain Toussaint nous retrouve pour sa chronique politique, on le retrouve. Et justement, on a parlé tout à l'heure d'information, on a parlé de diplomatie, on a parlé de négociation. Avec vous, Alain, ce soir, il est question de garantie militaire entre diplomatie et guerre d'influence. Voilà. Alain Toussaint. 3 mois après donc leur arrestation à l'aéroport de Bamako, les efforts en vue de la libération, j'insiste, les efforts en vue de la libération de nos soldats n'ont toujours pas porté leurs fruits, en dépit de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils restent toujours détenus et ça mérite qu'on... Bien entendu, oui, vous l'avez indiqué, enfin tu l'as indiqué, cela fait exactement 3 mois que les soldats sont détenus.
Et depuis le début de cette affaire, plusieurs initiatives diplomatiques ont été prises, d'un côté par le Mali, de l'autre par la Côte d'Ivoire, sans compter les initiatives personnelles des présidents du Sénégal, de la Guinée-Bissau et l'ex-chef d'État du Burkina. Et ces négociations ont abouti début septembre à la libération des femmes, donc des 3 soldats du contingent, pour des raisons humanitaires selon la présidence du Mali. Par la suite, la libération des 46 autres traînant, la Côte d'Ivoire a sollicité officiellement la médiation de la CEDEAO. Mais depuis, les choses n'ont guère avancé. Le dossier se heurte maintenant à de nouvelles exigences du pouvoir malien, demandant notamment l'extradition d'opposants maliens au pouvoir qui seraient censés être sur le territoire ivoirien, ce que la Côte d'Ivoire refuse. Alain Toussaint, oui, pour la suite, comment est-ce qu'on peut expliquer ce blocage-là, selon vous? Alors justement, ce blocage vient de la politisation du dossier et des 46 militaires, de la guerre des puissances que se livrent en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, dans l'ancien précaré français, 2 blocs. D'une part, les Occidentaux, incarnés par la France, et la Russie, donnant un caractère géostratégique à cette affaire, alors qu'historiquement, les peuples ivoiriens et maliens sont unis par des liens multiséculaires. Je voulais rappeler qu'en octobre 1946, le RDA est né à Bamako, mais depuis sa naissance, des querelles de leadership ont opposé les classes dirigeantes des 2 pays. D'un côté, Félix Houphouët-Boigny et Modibo Keïta, et à la suite d'Houphouët, les chefs d'État successifs du pays ont eu maille à partir parfois avec leurs homologues du Mali. Alors, depuis la période coloniale, le Mali, l'élite malienne a toujours considéré que la Côte d'Ivoire était un peu l'un des alliés les plus sûrs de la France, quand le Mali lui-même était plutôt considéré comme communiste et proche de Moscou. Et ces frictions entre gouvernants, et dont les peuples d'ailleurs n'en ont quasiment rien à faire, se sont fortement accentuées ces derniers mois, notamment après les 2 putschs de Assimi Goïta en août 2020 et mai 2021. Est-ce qu'on peut avoir l'impression que le Mali n'en semble-t-il pas digérer les sanctions de la CEDEAO? Oui, on peut le dire, parce que le Mali et les autorités de la transition ont été fortement contrariées, frustrées par les sanctions de la CEDEAO. Elles estiment d'ailleurs, ces autorités du Mali, que sous le leadership de la Côte d'Ivoire, notre pays a plutôt fait le jeu de la France, qui est indésirable au Mali. Du coup, au nom d'un souverainisme débridé, on peut même parler de nationalisme, le régime malien s'est considérablement rapproché de Moscou via la société très décriée en ce moment, Wagner, qui s'est engagé auprès des autorités de la transition malienne à combattre le djihadisme. Et dans le même temps, le Mali a rompu toute coopération, tout accord avec la France. Et la Russie, dans sa conquête de l'espace africain, après la Centrafrique, a décidé de lancer une guerre d'influence sans merci à la France sur le terrain malien. C'est donc dans cet environnement de forte tension que le samedi 10 juillet dernier, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta qui était compagnon d'Houphouët-Boigny, et ils ont été par la suite inculpés et écroués, comme on le sait. Et 3 mois que dure l'attente, et perdure même pour les familles des soldats détenus, un dossier ultra sensible pour le gouvernement ivoirien, qui n'a pas d'autre choix que d'œuvrer diplomatiquement afin d'aboutir à un dénouement heureux de cette triste affaire avant qu'elle soit récupérée par l'opposition politique. Voilà ce qu'on peut dire sur ce dossier. Alors, un petit point, hein, vous me direz, vous donnez votre point de vue, Alain, dans votre chronique. Vous avez parlé du rapprochement donc, de ces pays-là avec la Russie. On parle de Wagner. Bon, aujourd'hui, est-ce que cette société-là, aujourd'hui, est avérée représenter les intérêts russes, ou c'est une société privée, comme on essaie de la présenter? Non, très clairement, cette société qui appartient à M. Prigojine, qui est un proche du président Poutine, est une société qui agit dans le sens de défendre les intérêts russes. On l'a vu en Centrafrique, où elle a repris en main la sécurité ou la sécurisation du pays. Elle est également intervenue sur d'autres théâtres d'opérations moins connus, notamment à Madagascar et dans d'autres zones de l'Afrique, où elle a beaucoup d'accords de coopération avec certains gouvernements. Et au Mali, c'est bien le prolongement de la Russie
sur ce territoire. Je vous pose la question parce que je me réfère un tout petit peu au discours du capitaine Traoré lorsque un Du confrère Burkina. du Burkina Faso, lorsqu'un confrère lui posait la question sur éventuellement un choix d'une partie par rapport à une autre. Il a estimé qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, pour prendre le cas, travaillait déjà avec la Russie sur un certain nombre de projets et que ceci n'était pas nouveau. Donc aujourd'hui, en tant que Wagner, qui vient donc assurer donc la sécurité ou aider l'armée malienne, sait-on jamais, hein, donc je parle avec beaucoup de précaution. Est-ce que cela veut dire tout de suite que le Mali a tourné le dos à la France et s'est tourné résolument vers la Russie? Bon, déjà, je vais dire que la Russie est revenue en Afrique depuis le début des années 2020. Pardon, oui, le début des années 2000. Donc, ça fait une vingtaine d'années que progressivement, Moscou avançait ses pions. Et elle a toujours montré la volonté d'en découdre avec la France. Il se trouve que là, elle est dans un terreau assez fertile, avec un pouvoir qui est clairement hostile à la France. Je pense que quand vous écoutez ou vous lisez les responsables maliens, la France est du passé. Les Maliens, en tout cas le pouvoir actuel, n'a pas l'intention de revenir en arrière. Donc la Russie profite donc de cette faille pour se positionner, pour conforter sa présence au Mali. Merci tout ça, chronique les 46 entre diplomatie et guerre d'influence. Merci beaucoup. On marque une courte pause avant de recevoir nos invités. Des invités, nous en avons pour la suite. Il est question tout à l'heure dans notre grande actu du village de Yaou qui refuse l'installation des déguerpis de la cité Félix Houphouët-Boigny 1. On a des invités qui sont là pour en parler et bougez pas. La suite est... Nous sommes lundi et vous regardez le Grand Talk sur Live TV en compagnie d'André Bois, Alain Toussaint et Kevin Aubin, Élisée Poloubeux, toujours Manuela Pocosi et bien sûr celle qui est là ce soir pour tout casser, Isabelle Vauvor. Alors, avec nous sur le plateau, le pasteur Amani. Pasteur, bonsoir. Eh bien, vous êtes le président du collectif des propriétaires de cours. Oui, Houphouët-Boigny 1 et 2, le collectif ayant donc assigné la mairie de Koumassi en justice, après donc le déguerpissement, j'y arrive. Bonsoir, pasteur. Soyez bénis, le Seigneur vous bénit, je bénis tout le monde sur le Amen, plateau, amen. ceux qui sont derrière la caméra et le premier responsable, bien sûr, de votre chaîne télé. Très bien, Amen, soyez bénis. merci. Alors justement, pasteur, avec toutes ces prières, est-ce que les choses ont évolué depuis qu'on vous a reçu la dernière fois sur le plateau? Bon, ben, c'est dommage, il n'y a pas d'évolution, il faut qu'on le dise. Il n'y a pas d'évolution. Nous sommes surpris d'ailleurs avec tout ce que nous avons fait, mais nous avons été coupés. Et puis, du coup, la dernière fois, nous avons vu sur la chaîne de télé de cette info qu'il y avait eu un espace qui était déjà trouvé et qui serait aménagé pour octroyer à 220 personnes. Mais nous sommes surpris, nous sommes coupés. Pourquoi Vas-y. Non, je voudrais juste savoir, les 220 personnes, vous en faites partie ou pas? Qui se bénéficieraient plutôt de ce terrain, de cet espace qui a été trouvé? Bon, nous sommes surpris parce que nous sommes organisés en collectif dès les premières heures de la crise. D'abord, il y avait un responsable qui gérait les travaux de restructuration à la personne de Banpol, qui avait un bureau en place. Et après les casses, les destructions, il était en cavale, il était en fuite. On ne le trouvait pas. Nous avons mis un comité de crise en place pour pouvoir nous organiser et puis défendre si vous nos droits civils et moraux. Et donc, c'est comme ça que nous avons fait. Et tout ça, nous avons fait la première rencontre. Lorsque la mairie cherchait des protagonistes pour échanger, ils nous ont appelés sur le terrain pour dire que le président du comité d'aide n'est pas là. Ils l'ont appelé, il dit qu'il ne peut pas venir. Et autres, donc, ils ont vu que sur le terrain, c'est nous qui sommes là, ils vont négocier avec nous. C'est comme ça que nous sommes allés le 28 novembre. La casse a eu lieu le 12, 16, 17, 18. Et le 28, nous sommes allés pour la première rencontre à la mairie avec le député Sangaré. Yacouba. Oui, Yacouba, et bien sûr Guy Charles, le conseiller du maire, et le conseiller, mademoiselle Archie, conseiller juridique, du service juridique. Et c'est comme ça, avec toute la délégation que nous avons eue, avec le comité des crises que nous avons mis en place, nous étions en grand nombre, on était près d'une trentaine à quarantaine. Et selon le débat, au thème de cette réunion, nous avons demandé sur notre insistant qu'ils viennent constater les faits.
parce qu'on disait qu'il y avait mort, ils ne croyaient pas, il y avait des blessés, tout ça. Et ils D'accord. voulaient qu'on rentre à une négociation. on va pas revenir. Mais revenons quand même sur le fond quand même de notre sujet d'aujourd'hui. C'est que la mairie dit, nous avons trouvé un espace, parce que nous on dit c'est une bonne chose. Oui. Et vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas concernés. Mais Bien c'est sûr. qui ces 220 personnes? C'est bien sûr des ayants droit de l'espace qui a été démoli. Mais ou pas? nous sommes surpris où sont les 220 personnes, parce que nous sommes en collectif depuis le 12 janvier. Nous sommes organisés, nous sommes allés en Assemblée générale, puisque le président est déserté. Les gens voulaient le lyncher. C'est moi-même qui ai demandé après l'installation. Je suis allé le chercher à la gendarmerie pour venir présenter. Donc, dès lors, ils ont coupé avec nous. On ne sait pas pour des raisons qui les sied, parce que moi, j'ai décidé Vous êtes combien? de défendre. Vous, votre collectif, vous êtes combien? Nous sommes 154 propriétaires réunis au sein du collectif dont nous avons les dossiers. Et nous avons, quand nous avons mis le collectif des collectifs des propriétaires en place, nous avons signalé à la mairie. Lorsque nous avons envoyé l'avocat, nous avons signalé à la mairie, dont nous avons la décharge ici. Voilà, donc ils savent, voici la décharge, ils ont déchargé. Et donc ils savent que nous avons pris un avocat. Nous avons dit désormais, c'est l'avocat qui répond à nos noms, si en cas de négociation. L'avocat n'a jamais été approché, nous n'avons jamais été approchés. Et du coup, on trouve qu'ils se sont eux-mêmes choisis des Très bien, quand on a protagonistes. dit tout ça, vous, votre lecture, c'est laquelle? Qui sont? C'est quoi cette opération? Ça s'adresse à qui? Parce que vous devez quand même, vous êtes à Koumassi, vous devez savoir ceux qui sont concernés par cette opération, parce que c'est quand même votre municipalité. Bien Qui sûr. sont ces personnes? On aurait appris, parce que on est journaliste, qu'il y a un autre collectif qui travaillerait avec la mairie. Donc à ce niveau-là, qu'en est-il? Dites-nous vraiment la réalité, parce que vous faites le surpris, tout ça. Bien sûr. Bon, ben, nous sommes surpris. En réalité, il n'y a pas de collectif. Ce sont des individus, comme je l'ai dit, le premier qui a déserté, qui était leur complice avec eux qu'ils ont détruit, et c'était leur complice. Et tous les protecteurs de coups ne voulaient plus d'eux. Et quand ils sont venus, c'est moi-même qui ai calmé pour qu'ils intègrent. Oui. Et quand ils ont vu, face à la position que j'avais de défendre les droits moraux civils sans compromission aucune, et donc ils se sont choisis des personnes avec lesquelles ils pouvaient peut-être manipuler, il faut le dire. bien. D'accord, c'est compris. Manuela Mais aujourd'hui, c'est quoi l'état Et des donc, lieux? ils n'ont jamais participé à une réunion. Ils ne peuvent pas venir même au quartier. Donc, c'est des usurpateurs. C'est des éléments. Oui. Et nous sommes organisés, nous faisons les réunions sur le terrain. Nous avons saisi la mairie, l'avocat a posé tout. Ils n'ont jamais répondu. Mais on ne sait pas pourquoi. Très bien. Alors, Manuela, une question ensuite, Alain Toussaint pour la deuxième. Vas-y, Non, Manuela. Alain, vas-y, je t'en prie. Oui, en D'accord, fait, ok. L'affaire En fait, il y avait me des paraît compléments demain, quoi. un peu complexe. Moi, je veux juste comprendre. Bon, vous avez été déguerpi de Koumassi. Oui. La mairie a trouvé un site pour vous relocaliser dans un village. C'est ce qui pose problème. Je vais juste comprendre, oui ou non, et ensuite on va continuer Non, l'échange. le problème, il n'est pas. Le problème, c'est que la mairie ne collabore pas avec les vrais propriétaires. Oui, Et mais moi, bon. je ne sais pas à qui ils sont allés présenter. D'accord, Ces donc- individus-là, ils n'ont jamais tenu Vous de êtes réunion 154, avec nous, les propriétaires. vous êtes Nous sommes 154. Sur les 220 familles Voilà. concernées. Voilà. Bon, cela veut dire qu'il y en a environ 66, voilà, il y en a exactement 66 qui acceptent d'aller dans ce village-là. Donc, vous, est-ce que vous allez accepter cette relocalisation ou alors vous continuez à considérer qu'il y a un statu quo en ce qui concerne votre relocalisation? Non, Parce qu'on veut d'abord même, comprendre. il y a problème. Parce que les Excusez-moi. histoires d'associations, excusez-moi, ici il y a toujours 2 présidents dans un club, il y en a 10 ici, etc. On est un peu fatigué de cela. Vous êtes dans une situation, on suppose que vous partagez malheureusement la même infortune, donc vous devrez au moins vous entendre. Voilà. La mairie dit, face à votre situation, qui est une situation de détresse, on a trouvé un endroit où relocaliser les familles. Qu'est-ce qui vous pose problème, vous? C'est le fait que ce soit loin de Koumassi, que ce soit dans un village, c'est ce qui vous pose problème, et vous, vous estimez que vous n'êtes pas concerné par cette décision de la mairie, je suppose. Oui, nous ne sommes pas concernés Ah ben parce qu'à partir du moment où des citoyens et puis des pairs s'organisent en association, et nous sommes déclarés au ministère de l'État, au gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, sur le numéro 0720 du 24 mois 2000, et qu'on dépose à la mairie, et qui savent, notre avocat s'est présenté à lui, il y a les courriers. On lui a dit, concernant les problèmes d'échange entre nous et la mairie, c'est notre avocat qui est là. Et jamais, ils n'ont jamais la mairie depuis le 12 décembre, les premiers courriers sont là. Et autres, ils n'ont jamais appelé notre avocat. Bon, Même d'accord, Dodo. monsieur, moi je vous prends au Nous-mêmes. mot. La mairie n'a jamais contacté votre avocat. Oui. Demain,
Si la mairie décide de contacter votre avocat et vous propose ce qu'ils ont proposé aux autres, c'est-à-dire de vous reloger dans le village de Yahou, est-ce que vous accepteriez? Nous y allons, nous voulons le dialogue, mais ils veulent passer outre, c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Parce que ces gens qu'ils ont pris là, ils ne nous représentent pas. Vous avez l'impression que depuis la situation, Donc, la ils mairie veulent vous pas- a ils écarté coupent les avec nous négociations? Parce que nous voulons défendre coûte que coûte nos intérêts sans aucun Non, mais est-ce que, compromis. vous dites que est-ce que vous êtes vraiment ouvert au dialogue? Nous sommes ouverts. Nous avons écrit. Voici la première chose. L'avocat a déposé la première truc. Il a dit, bon, nous demandons les indemnisations et nous voulons aussi, comment on appelle, une négociation amiable. Voici ça qui est là. Voici la décharge. Ils ont déchargé. Ils le savent. Mais là, ils viennent de Voici. dire qu'ils iront dans le Vous village comprenez? ici, la Nous proposition. demandons des choses, une indemnisation et puis un règlement amiable des préjudices. Ils n'ont jamais saisi la main. Très bien, pasteur. Nous non plus. Très bien. On ne Et sait Élisée pas qu'est-ce qu'ils veulent. vous Ils avez- prennent des individus qui n'ont pas de poids, qui ils ne se sont Mais après, pas vous sur dites le non pas de poids, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Élisée, Je pense que vous avez dit quelque chose de fondamental. Vous devez être ouvert au dialogue. Quand vous avez appris que la mairie a trouvé un endroit pour relocaliser toutes ces familles qui avaient été déguerpies à Oufo-Boigny 1 et 2, à Yahou, est-ce que votre avocat ou vous-même, votre collectif, avez pris langue avec la mairie? OK. Puisque vous êtes ouvert au dialogue, je suppose. Est-ce que vous nous avez dit ici? Oui. Dès que nous avons appris ça à la télévision, la première des choses, nous sommes demandés parce qu'ils nous ont dit qu'ils veulent couper avec nous, ils ne veulent même plus de relations. Et donc, nous nous sommes rendus par la curiosité sur le site à Yahou. Nous sommes allés voir, comme on appelle, le chef de la notabilité. Nous avons demandé, il dit qu'ils sont au courant de rien. On dit, ah, la mairie a trouvé des places qui dit qu'il va... Il dit qu'ils sont au courant de rien. Ok, mais vous avez visité le site, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous êtes allé rencontrer la mairie? C'est ce que nous on veut savoir. Nous n'avons vous dire pas la mairie, rencontré là, la en fait, ce mairie. qu'ils veulent dire, mes amis, c'est que Nous n'avons pas la mairie rencontré ne discute pas la avec mairie vous. dit que- Est-ce que vous prenez contact avec la mairie pour dire, ça y est, nous sommes la voix, enfin, nous sommes la voix autorisée, vous ne discutez pas avec nous, vous faites mal de le faire, nous on a envie de discuter avec Oui, vous. parce que, Bon, voilà. non, pour ajouter à ce qu'il dit, c'est important. Oui, Vous oui, êtes c'est dans la important, ville, bien vous sûr. entendez la clameur publique qui dit oh et ils ont donné des terrains là-bas gentiment aux gens. Donc il n'y a pas de problème. Vous vous rendez à la mairie pour dire mais nous on veut notre part de terrain. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Pourquoi Voilà. vous ne le faites pas? Je comprends. Voici pourquoi on ne le fait pas. Depuis, nous avons tendu la main à la mairie, avec même l'avocat, ils n'ont pas répondu. On a fait une assignation. Ah, donc vous avez assigné la mairie en On a justice. signé la C'est ça, mairie tout en à fait. justice Bah, voilà. depuis le Rentrer dans une 12. procédure Depuis le judiciaire. 12 de ce mois, nous avons signé la mairie en justice. Et c'est le 17-20 qui sont allés sur le terrain. Bon, on a attendu la main. Aujourd'hui, nous sommes à un mois de... Ça fait près d'un an. Vous avez une façon de tendre la main un peu brutale quand même. Parce que Nous, tendez la main. c'est parce que nous avons signé la mairie en justice qu'ils ont pris maintenant ce groupe-là pour aller présenter le terrain. Et d'ailleurs, on a vu le communiqué, les gens disent qu'ils ne sont pas au courant, d'abord, ils ne peuvent pas céder les terres. Très bien. Ça, c'est un autre débat. Non, ça, c'est Isabelle, un autre débat. On Isabelle va va avoir y une question. revenir. Voilà. Donc, voici l'assignation. Très bien. Ils ont déchargé, Mais vous mademoiselle avez Assis. assigné la mairie en justice. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans un dialogue à l'amiable. On Vous êtes a dans une demandé procédure à Mia. Voilà ça judiciaire. qui est là. On a demandé à Mia. Ils n'ont jamais répondu. Ils Non, ont mais un- c'est une assignation en c'est- justice. Vous ne pouvez pas parler d'accord à l'amiable si vous avez intenté une assignation en justice. C'est ça. C'est ce Donc, qu'elle il y a essaie une de Non, vous non, dire. c'est ce que judiciaire j'ai dit. qui est en On a cours. attendu. Mais laissez- C'est depuis Allez-y, pasteur, expliquez-nous. c'est depuis le 12, il y a eu les casses. Nous avons pris l'avocat le 12 janvier. Nous avons écrit, nous avons fait le courrier, voici ça, que désormais c'est eux, pour régler à l'amiable. Depuis janvier. Regardez, nous sommes en quel mois? L'avocat a écrit au ministère de l'Intérieur. Il nous demande de faire 2 mois. On a écrit au ministère, l'avocat a écrit à la mairie. On attend 2 mois. Vous comprenez? On a mis encore, regardez, de là. Vous avez attendu combien de mois en tout? Ça fait 10 mois maintenant. Très bien. Bon, Élisée Paulus. aujourd'hui, Allez-y, Alain. qu'est-ce que vous attendez de la mairie? Le site de Yahou, est-ce que, bon, vous nous avez dit que vous allez y aller peut-être, est-ce que vous attendez autre chose de la mairie qu'un site? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Parce que vous parlez un peu de façon un peu voilée, vos intentions sont plus ou moins claires, vous êtes relocalisé. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez en plus de la mairie? D'accord. Ce que nous avons demandé au premier abord, voilà pourquoi peut-être se sont trouvés des protagonistes. Nous avons dit, d'abord, il faut un recasement partiel. Depuis le 12 novembre, les parents sont dispersés. Il y avait près de 4000 âmes dispersées dans la rue. Aujourd'hui, nous saluons les populations d'Akoumebla, les familles d'accueil qui ont accueilli certains. Et près de 3000 ont été accueillis par le village de Amangou, derrière l'eau, et puis à Gawi, derrière l'eau. Aujourd'hui, il y a près de 200 à 280 enfants
qui ont perdu les scolarités. Nous avons demandé à la mairie de faire une relocalisation. Et après, maintenant, on va s'asseoir pour voir comment on allait trouver des solutions. Bon, merci, Pasteur. On va partir à la pub et revenir tout à l'heure pour la suite du Grand Talk, parce qu'on a des choses à dire. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Alain Toussaint. Merci. Il y a Kevin Aubin, il y a à mes côtés Manuela Pokossi, de l'autre côté. Isabelle. Non, je finissais. Ça va. Ah oui, voilà. Aussi. Oh, c'est ça. Très bien. Isabelle Vauvor, la magnifique Isabelle Vauvor est avec nous. André Bois et Élisée Bolou. Bonjour. Avec nous, le pasteur Amani. Donc, je rappelle, pasteur, vous êtes le président du collectif de propriétaires de cours. Félix Houphouët-Boigny 1 et 2 de Koumassi, collectif donc ayant assigné, il faut le préciser, la mairie de Koumassi en justice. Alors, pasteur, vous êtes avec nous. La question avant qu'on parte à la pub, c'était qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Qu'est-ce que vous souhaitez du côté de la mairie? Qu'est-ce que vous souhaitez du côté de vos camarades? Parce qu'il faut reconnaître que il y a deux voies, il y a plusieurs voies en tout cas, concernant donc les déguerpis de Koumassi. Même si vous êtes, selon les documents que vous avez, un collectif officiel, légal, mais il faut reconnaître que d'autres voix également s'élèvent et parlent au nom de ces déguerpis. Qu'est-ce que vous souhaitez pour terminer cet entretien? Merci beaucoup. Et nous, c'est leur droit de pouvoir choisir d'aller sur le site. D'abord, les gens ne veulent pas les donner, mais nous disons que nous voulons nos terrains. Parce que nous avons fait les enquêtes, le terrain avait été vendu à Douala. Ils ont envoyé une équipe de géologues pour venir faire l'étude sur le sol. Nous avons arrêté, on a même filmé tout, on a les éléments. Ils nous ont dit que c'est à Douala qui les envoyait de la part de la mairie. Nous avons refusé. Et après, la mairie même est venue. Nous voulons les indemnisations pour construire sur nos terrains. Pasteur, attendez, c'est important ce qu'on dit ça. Oui. D'après ce qu'on a compris, on a même reçu le maire ici, il paraîtrait que le terrain était inhabitable. Il n'était pas possible de construire sur le terrain parce que c'était des voies de passage d'eau, des emprises d'eau, etc. Vous êtes en train de nous dire que une entreprise de construction est venue sur le terrain pour voir si elle pouvait construire, c'est ça? Bien sûr. Ce n'est pas vrai quand il dit que c'est inhabitable. Ça fait combien d'années nous sommes là? Et le quartier est bel et bien restructuré. Mais si c'est inhabitable, pourquoi Douala vient pour faire une étude de sol pour pouvoir construire des trucs? Et quand nous avons refusé, ils ont envoyé les gardes municipaux pour venir encercler. Nous avons tous ces images-là. Et nous disons, ça fait combien d'années? On s'en rend dans 1 an. Aujourd'hui, vous arrivez, le temps en train de pousser, c'est parce qu'on s'oppose, parce que nous avons envoyé un courrier à Douala pour dire que si vous payez, vous nous aurez sur vos dos, parce que le quartier est bel et bien restructuré. Que M. le maire nous prouve par A et B, ce qu'il dit ne tient pas, ne sont pas sur les canaux d'évacuation, et ce n'est pas de cause d'utilité publique. Il a détruit parce que c'est un voie de fait, c'est un abus de... Les pauvres citoyens qui l'ont voté pour le mettre au pouvoir pour notre bien-être. Nous ne pouvons pas accepter qu'après des années, il vient détruire. Donc nous voulons les indemnisations et nous allons occuper nos terrains. Ou alors, il fait la totalité. Aujourd'hui, la valeur du terrain fait 20 à 30 millions et nos bâtis sur le terrain. Ce n'est pas un terrain vide et nos bâtis. Donc vous demandez qu'on vous restitue les terrains qui ont été cassés ou on a déguerpi, c'est ce que vous voulez revenir dessus en fait? On veut nos terrains plus nos indemnisations, le coût de notre investissement. D'accord, donc vous voulez retourner sur le site? On veut retourner sur nos sites. On veut rien, on ne veut pas aller quelque part, on veut rester. Ou alors, ils nous donnent la valeur du terrain qui vaut 20 à 30 millions plus le coût de notre investissement. Puisque ce n'est pas d'utilité de cause publique. Est-ce que vous avez contacté la grande médiature? Vous savez qu'il y a une institution qui s'appelle la médiature, bon, qui ne sert pas à grand-chose, mais elle pourrait servir à quelque chose pour une fois. Est-ce que vous avez... balle perdue. Voilà. Est-ce que vous avez pris attache avec la médiature? Il faut que les institutions fonctionnent parce que votre situation mérite quand même d'être étudiée au sommet de l'État. Bien sûr, voilà. Mais nous sommes surpris. Je vous dis, je suis sûr que le président de la République ait pris des paix à donner des instructions pour que M. Séba Congo règle ce problème, mais il ne le fait pas. Non, mais sinon, ça, nous vraiment, avons saisi, vous avez imaginé le président de la République. Nous avons envoyé près de 3 courriers. Madame Ado, nous avons envoyé des courriers. On a parti même Children, on a envoyé au ministère de l'Intérieur, au président de la République. Pour finir, on ramène le courrier que nous avons fait au ministère de l'Intérieur pour nous dire, comme c'est le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle, sous tutelle de la mairie, ils vont vous appeler. On va toujours le dossier là-bas, ça ne bouge pas.
On a tapé tous les ambassades. J'ai tous les trucs ici que nous avons saisis. Non, mais monsieur, c'est bien que vous Voilà, ayez nous foi. avons saisi tout ça là, même les droits de l'homme. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui sont venus vers nous. Moi, je vois que c'est un problème de communication entre la population et la mairie. Asseyez-vous ensemble et puis discutez. Vous allez Mais trouver c'est des ce voies de qu'on attend, ils ne veulent pas. Nous, on a un conseil. Mais vous les avez assignés en justice. Non, on a mis combien de temps? Non, on n'écrit pas les choses, c'est des étapes. Depuis novembre, les trucs ont été détruits. Depuis janvier, nous avons présenté l'avocat avec le courrier qu'ils ont bel et bien déchargé, qui sont là. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas attendu. Ce n'est pas possible. Voilà, lisez la date. Hein? Ils savent. Et un avocat, et quand ils ont fait la première assignation, on était 150 propriétaires de cours. Voici la première assignation. 150 propriétaires de cours. Peut-être pas une assignation, mais peut-être une demande On a d'audience fait d'abord pour le commencer. 4 mars 2022. Le 14 mars. Oui, 145 personnes. Après, il y a 9 personnes qui nous ont rejoints encore. Est-ce que vous n'avez pas dit à un moment donné, pasteur, que la mairie, attendez, vous les avez assignés en justice? Non, Ils disent, non, bon, non, ok, ils nous ont signés en justice, Non, mais donc on va après aussi, tenter C'est l'affaire. le 12 de ce mois. C'est vrai Quand qu'on les pose des trucs ont été questions, mais bouclés. on n'a pas la mairie en face pour leur demander, mais pourquoi laisser la population, en tout cas Voilà. les concernés, Voilà. assigner en justice alors que la mairie a pour mission d'apporter le bonheur à ses ouailles, permettez-moi l'expression comme ça. Ça, vraiment, je pense que c'est aussi une réalité. Mais nous insistons là-dessus. C'est que la mairie a proposé quelque chose qui est Yahoo. Vous êtes vraiment fermé à ça? Mais Yahoo même dit qu'ils ne reconnaissent pas. Yahoo dit que c'est du Monsieur, vous fac. savez que Bon, alors, Yahoo monsieur. n'ont pas le droit d'interdire l'accès au village. Non, mais ça, c'est pas c'est un autre possible. débat qu'on Ils aura ont l'occasion fait de mener. un poste. Nous On aura avons fait l'occasion un de courrier. mener Nous avons fait le- un courrier. Et nous savons, ils ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Et vous Ils n'ont avez pas, vu non, mais ils n'ont sur pas cette besoin de se info. reconnaître, monsieur. Comme Ils je n'ont disais, pas envie, Bon, même mais si ils n'ont- nous, on veut parler, nous, on a des villages. Ok, Si monsieur c'est bien noté, pasteur. Bakongo veut nous ramener au Pasteur. village. Nous avons un village qui nous indemnise Pasteur Amani. à la valeur de nos terrains. Pasteur Oui, Amani, oui. on comprend votre colère Ouais. et on vous remercie d'être passé sur notre plateau. Il y a les impératifs, on doit aller au journal télévisé où nous attend Isabelle Vavor qui est avec moi, mais plutôt Sharon Camara qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. La suite du Grand Talk, c'est tout à l'heure en compagnie de monsieur Aimé Coisan. Il est directeur général du commerce intérieur. Il va nous parler justement des efforts du gouvernement pour faire reculer la question de la cherté de la vie. On en parle juste après le JT. Bonsoir Sharon. Le genre d'entrée fracassante. Vraiment? C'est le cas de le dire. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du journal télévisé que présentait la magnifique et sublime Sharon Camara. Voilà, vous l'avez noté. Nous sommes en compagnie de monsieur le directeur général du commerce intérieur, monsieur Aimé Coisan. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Brice. Merci d'être dans notre compagnie. Ça nous fait plaisir de vous avoir à nos côtés. André, ça se passe bien? Élysée, Oui, ça retour va, de- plutôt bien. de JT. On est tranquille. Isabelle, toujours en train de casser? Oui, Casser la barre. Je comprends pourquoi le pasteur tout à l'heure vous parlait pas trop parce qu'il a dit il va tirer des guerres. il a eu peur. Il a eu peur, il a eu peur. Manuela Pocosi est à mes côtés ce soir, donc elle fait l'assistante à la place de Absolument, l'assistante. à la place de Rihanna. Bisous d'ailleurs. On Voilà. embrasse Rihanna. Et puis notre Mobutu Maison, Merci. Alain Toussaint est avec nous. Enchanté. Et puis à l'extrémité, il y a Kevin Aubin. Monsieur Coisan, vous êtes en notre compagnie à la faveur d'une opération. Aujourd'hui, donc, initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Eh bien, c'est la mise en place d'une brigade, la brigade de contrôle rapide. Est-ce que vous nous en parlez un tout petit peu à nos téléspectateurs? En quoi consiste l'action de cette brigade? Pourquoi elle est mise en place? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette brigade, de façon très concrète? Non, cette brigade est une réponse concrète du gouvernement aux préoccupations exprimées par les populations qui dénoncent, il faut le dire, une certaine lenteur de la prise en charge de leurs plaintes par les agents du ministère du Commerce qui ne trouvent pas trop réactifs face aux dénonciations sur certains points de vente qui n'appliquent pas les prix plafonnés, qui n'appliquent pas la réglementation commerciale. Donc c'est vraiment un peu une réponse concrète au gouvernement de dire dès que nous sommes saisis, nous sommes à vos côtés. Il y a Nous sommes quelques à vos mois côtés. sur ce plateau, nous vous recevions et justement, on émettait cette piste-là. On disait, bon, c'est bien, on dénonce, mais entre la dénonciation, entre la réaction, et là, je pense qu'aujourd'hui, les choses concrètes. Mais vous voyez, comme je dis, le gouvernement prend en compte les préoccupations des populations des Ivoiriens. Vous en faites partie. Vous avez exprimé une préoccupation, nous l'avons prise en compte. Mais il faut dire qu'en réalité,
et nous le répétons souvent, hein, nous disposons aujourd'hui, parce que le gouvernement a fait un effort conséquent hein, sur l'année 2022, nous sommes passés de 400 agents de contrôle à près de 700 agents de contrôle. Donc il y a pratiquement 300 agents qui ont été donc affectés au ministère du Commerce pour compléter notre dispositif de surveillance du marché. Ça, c'est une réalité. Mais à 400 agents de contrôle disséminés sur 31 régions de Côte d'Ivoire, bien entendu, nous ne pouvons pas être, je dirais, derrière chaque point de vente. Donc évidemment, avec cette brigade qui aujourd'hui vient en appoint donc, des directions qui mènent leur mission traditionnelle, nous dotons cette mission, je dirais, d'une capacité de projection pour être beaucoup plus présente sur le terrain et surtout beaucoup plus diligente. Et je crois que ça, c'est un point important, le ministre l'a dit ce matin. Il faut que lorsque une plainte est émise par un consommateur, dans les minutes qui suivent, nous puissions donc être sur le terrain pour constater les fractures. Excusez-moi de faire un peu d'esprit, mais c'est vrai, le vélo, c'est bon pour la santé, mais est-ce que ce n'est pas un peu folklorique avec des agents qui vont se déplacer à vélo, etc. Non, en moto. Enfin, en moto, c'est pareil. Et en voiture. Non, en plus. Voilà. Et en voiture, bon. Alors, vous faites vraiment de l'esprit parce que c'est vraiment pas pareil. Et ça fait penser aux vieux grognons. C'est ça, exactement. Merci, André. On se retrouve. À vélo, on dit à moto, c'est pareil. Voilà. Est-ce que, franchement, ce ne sont pas des détails? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas songer à structurer le commerce de sorte à ce que les acteurs, les consommateurs et autres puissent y trouver leur compte? Parce que là, c'est de l'affichage, c'est une opération de communication, hein, clairement. Ah, vous le pensez? Oui, je pense, oui. Non. Oula, on est au-delà d'une politique de communication. Hein. Je crois que la politique, les actions de lutte contre la vie chère sont vraiment structurées parce que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Il y a des mesures immédiates, il y a des mesures à moyen terme, il y a des mesures à long terme. Et en termes de mesures immédiates, le renforcement de la surveillance du marché et le plafonnement des prix sont des axes prioritaires. Et le plafonnement a été pris, mais il faut bien des indicateurs, je dirais, de performance pour nous assurer qu'en matière donc, de plafonnement, il y a un respect des prix. Oui, parce que, pardonnez-moi, M. Coisin, mais quand on constate que le gouvernement, dans toute sa grande politique, décide par exemple du plafonnement de prix et qu'un vendeur, un commerçant, il dit que ça c'est le gouvernement, mais lui en tout cas il va à son prix. On a besoin que cet individu-là puisse être... Non, puisse répondre. Comme je dis, nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans une commune libérale, mais le libéralisme ne veut pas dire jungle. Il y a des règles en matière commerciale qui sont donc applicables à tous. Et notamment dans les règles de fixation de prix, il y a une ordonnance de la concurrence qui fixe les règles qui permettent donc aux commerçants donc, de pratiquer des prix qui doivent quand même permettre d'être accessibles au plus grand nombre. Vous savez, lorsqu'il y a un dysfonctionnement du marché, article 3 de l'ordonnance de la concurrence, le gouvernement peut réglementer les prix. C'est ça. Et le gouvernement l'a fait. Le gouvernement le fait lorsqu'il y a plafonnement, mais le gouvernement l'a fait en allant beaucoup plus loin, en élargissant la liste des produits, ce qu'on appelle les produits dits réglementés. Nous sommes passés de 4 catégories d'instruments de prix réglementés à 21 catégories. Ça veut dire que sur les 21 catégories, le gouvernement a un droit de regard sur la fixation des prix. Donc nous travaillons avec les acteurs. Quand je parle des acteurs, je parle vraiment des industriels, je parle des importateurs qui ont des produits importés, je parle des commerçants quand il s'agit donc de tenir un point de vente. Toute la chaîne de distribution est visitée dans un cadre de concertation pour nous permettre de nous accorder sur des prix. Parce que c'est important, il faut qu'il y ait un accord concerté pour que tout le monde soit en capacité d'appliquer les prix. Donc lorsque les prix sont convenus dans ce cadre de concertation, bien entendu, il est diffusé à l'attention de tous, surtout des consommateurs, pour qu'ils sachent, lui, qu'effectivement, au Côte d'Ivoire, on a des prix plafonnés et nous avons un droit. Parce que c'est un droit que le gouvernement nous donne, nous consommateurs, de dire, vous devez acheter l'huile à 1200 francs le litre, c'est un droit. Lorsque ce droit est bafoué, lorsque vous arrivez dans un point de vente, qu'on ne veut pas vous donner ce bidon d'huile à 1200, mais vous vous retournez vers le gouvernement qui a pris cette mesure de plafonnement. Très bien. Et justement, c'est là que le ministère du Commerce intervient. Très bien. Kevin, Oui, tant mieux pour nous, les Moi aussi, consommateurs après. que nous sommes. Mais moi, j'avais une question très rapide, monsieur. Comment vous rendez compte, en fait, que justement, les vigies, les agents déployés sur le terrain en moto, comme l'a si bien signifié Alain, comment vous savez, en fait, qu'ils ne vont pas tomber
qui ne seront La pas corruption. embués ou en tout cas La corruption. être tentés de tomber dans la corruption. Je veux dire, si un agent arrive sur le terrain qui se rend compte que le vendeur en question ne donne pas les prix établis par le gouvernement, le vendeur peut justement le corrompre en lui glissant un billet pour ne pas prendre d'amende. Vous touchez un point sur lequel, je veux dire, nous sommes quand même des agents assermentés au service de l'État. Nos agents prêtent serment. C'est important, ils prêtent serment. Ils prêtent serment devant le peuple de Côte d'Ivoire d'exercer leur mission en termes de probité, de loyauté envers l'État. Et justement, même la brigade, elle a une devise. La brigade qui est entrée en mission aujourd'hui, sa devise, c'est probité, dévouement et célérité. C'est important. Non, mais au-delà de la devise, il y a toujours des brebis galeuses. Non, j'arrive. Mais voilà, vous touchez un point. Mais chaque fois que des brebis de galeuses, comme vous dites, sont prises à défaut, mais sont immédiatement sanctionnées. Ça, c'est clair. Au niveau du ministère, le ministre est non seulement d'une tolérance, dans une démarche tolérance zéro envers les commerçants véreux, parce que ce n'est pas tous les commerçants, il y en a quelques-uns, malheureusement, parce qu'il faut le dire. Et ça, souvent, on a l'impression que je dirais, nos actions sont dirigées contre les commerçants. Non, nos actions sont dirigées dans le cadre de la transparence du marché et de l'assainissement du marché. Juste un petit apport, je suis sur la question de Kevin. Dis, mais aujourd'hui, il y a combien, enfin, ça fait quelques années, il y a combien d'agents contrôleurs ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas fait correctement leur boulot, ou se sont laissés corrompre? Ça existe ou pas? Bien sûr que ça existe. Il y en a ça existe, combien, comme dans tous les corps, malheureusement. Ouais. Mais je peux vous dire que chaque fois qu'il y a des manquements qui sont observés, nous sommes un élément de tolérance zéro au ministère du Commerce, ils sont sanctionnés. Je veux dire, je ne vais pas vous faire un catalogue de ceux qui ont été faits, mais soyez rassurés, chaque fois que c'était fait, nous avons sanctionné et je pense qu'on a des éléments qu'on pourra faire passer. Je pense qu'il y a eu même des éléments qui ont été donc diffusés à la télé, qui ont été diffusés à la radio, qui ont permis donc de montrer des agents qui ont été pris à défaut et qui sont passés au conseil des disciplines, qui sont passés... Vous savez, il y a des mesures. Hein. Il y a nous sommes dans la fonction publique. Il y a donc, je dirais, des mesures de sanctions qui sont prévues pour les cas d'indiscipline et nous les appliquons dans toute la rigueur. D'accord, Monsieur Cablan, moi je voulais vous demander, revenir un petit peu sur cette brigade-là et son lancement. Alors c'est bien de lancer une nouvelle brigade, mais quels sont concrètement les nouveaux moyens? Est-ce qu'il y a des nouveaux moyens matériels mis à disposition de cette brigade pour assurer son efficacité? Et puis, si je peux me permettre très rapidement aussi, dans quelle mesure sur les marchés exacts seront exercés ces contrôles? Attention, cette brigade a une spécificité, c'est qu'elle mène une veille sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que c'est aujourd'hui un nouveau instrument qui permet donc d'être beaucoup plus proactif. Donc on a une veille permanente sur les réseaux sociaux et ça, cette brigade, c'est ce que vous avez vu, elle était dotée non seulement d'ordinateurs portables, mais elle était également dotée de smartphones. Donc c'est vraiment pour leur permettre donc d'être vraiment sur les réseaux sociaux. Elle est connectée à notre ligne verte du ministère du Commerce où effectivement, lorsque elle est saisie à partir de la ligne verte, le 1343, elle rentre immédiatement en action sur le terrain. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on appelle les nouveautés. Parce que, par ailleurs, hein, en son temps, lorsqu'il y avait une saisine sur la ligne verte, il y avait un traitement qui était fait. Il fallait donc diffuser l'information auprès des différentes directions régionales. Donc, on avait peut-être entre 24 et 48 heures de temps de réaction. Aujourd'hui, on est en temps de réaction, je veux dire, à la minute près. Voilà. C'est un gros dispositif nouveau qui a été mis en place, mais finalement, comment est-ce que vous allez pouvoir mesurer l'impact de cette brigade-là sur le terrain? Mais c'est le nombre de points de vente dans lesquels elles vont intervenir. C'est pour ça que je dis, il y a des indicateurs de performance. Les indicateurs nous permettent, parce que non seulement cette brigade, lorsqu'elle se déplace avec un smartphone, je veux dire, on a les moyens de tracer les points de vente que visite cette brigade. Et ça, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, la géolocalisation, on sait exactement où se trouvent nos agents. Et ça, c'est un des éléments nouveaux. Donc, non seulement on a la traçabilité, on a la géolocalisation, et par la suite, comme je vous dis, les indicateurs de performance vont sur le nombre de points de vente visités, sur le nombre de sanctions éventuelles, d'infractions détectées, sanctionnées, et qui permettent donc justement de dresser un bilan
des actions que mènent donc nos agents sur le terrain. Et Monsieur Cameron, on a évoqué aussi, je crois, la mise en place d'une application mobile dans ce sens-là, c'est Contrôle Citoyen. Où est-ce que C'est vous ça. en êtes? On y travaille. Je pense que ça va être venir dans un délai très très rapproché. On devrait normalement le lancer là même aujourd'hui, mais on a eu quelques problèmes techniques qui nous ont fait donc différer le lancement. Donc c'est pour vous dire que c'est très imminent. L'application. J'attends avec hâte, en bonne consommatrice. Il y a quelqu'un qui nous a dit, vous J'attends savez, avec... on sait ce que ça donne. L'avantage de l'application mobile Contrôle Citoyen permettra donc à vous, Aubin, à chaque Ivoirien de pouvoir immédiatement, lorsqu'il constate dans un point de vente un défaut d'affichage des prix, lorsqu'il constate dans un point de vente, parce que ça aussi c'est une infraction majeure, parce que lorsque vous entrez dans un point de vente, le prix doit être affiché. Si vous constatez que le prix n'est pas affiché, il faut, parce que dans une économie libérale, la force, je dirais, pour un consommateur, c'est de pouvoir avoir le choix. Le choix se perd à partir de l'affichage des prix. Donc ça, c'est un élément important. C'est, j'ai envie de dire, la contrepartie libéraliste. Donc, on a l'affichage des prix. 2, on a le non-respect des prix qui sont donc plafonnés par le gouvernement, réglementés par le gouvernement. Donc lorsque vous constatez ces infractions, à partir de l'application mobile, vous faites la dénonciation et, j'ai envie de dire, à la minute vous êtes pris en charge et informé lorsque l'infraction est constatée. Parce que nous sommes des agents constatataires. Il nous faut constater l'infraction. Ce n'est pas le consommateur qui constate, parce qu'on peut avoir des dénonciations erronées et fantaisistes, mais nous devons nous constater l'infraction. Et lorsqu'on constate l'infraction, à ce moment, on sanctionne. Et sur cette base-là, on vous rappelle immédiatement pour vous porter l'information de la prise en charge de la suite qu'on a donnée à votre plainte. Monsieur Kwazan, s'il est indéniable que la vie chère touche pratiquement tous les secteurs d'activité, vous conviendrez avec moi que l'un des secteurs qui touche effectivement et qui a un impact sérieux, c'est la culture vivrière. Aujourd'hui, nous enregistrons quand même un approvisionnement massif sur les marchés aujourd'hui, c'est constaté. Et comme chaque année, nous savons qu'à partir du mois de janvier-décembre, ça sera encore la crise. Quelles dispositions le gouvernement prend pour que quand on arrive dans ces périodes de crise-là, qui sont censées être des périodes de pénurie, on puisse encore avoir ces cultures vivrières qui aujourd'hui ont abondé sur le marché et qui malheureusement pour certains vont rester certainement pour pourrir. Quelles sont les décisions que vous prenez? Est-ce qu'il y a une stratégie d'emmagasinement de tout ça pour qu'on puisse encore avoir ces produits-là quand on sera en période de pénurie? Non, bien entendu, c'est une véritable, je dirais, ce que vous touchez du doigt, en fait, un point essentiel. La disponibilité en toute saison des produits de grande consommation et surtout des cultures vivrières. Et là, c'est un point sur la conservation des produits. Mais là, ça demande de disposer d'infrastructures adéquates à cette conservation. Et si vous avez suivi la communication du gouvernement, il a été annoncé la construction de 3 marchés de gros. 3 marchés de gros donc, à Daloa, Abidjan et à Bengo. Donc ces 3 marchés de gros donc, sont en phase, donc les études sont très, très poussées et nous devons très rapidement, je pense d'ici 2025, pouvoir ouvrir ces marchés de gros. Et ça, c'est déjà avec ces marchés de gros qui vont donner des moyens d'infrastructure, des moyens donc, de conservation pour les produits. Et une autre étape, si vous avez bien également suivi aussi cette communication, il y a 40 marchés ruraux de proximité qui vont dont la première paire va être posée en novembre, avant la fin de l'année en tout cas, et qui vont permettre également, dans l'ensemble donc des principales, je dirais, régions de production vivrière, de disposer donc de ces centres de collecte qui vont, elles également, disposer donc de moyens de conservation. Parce que là, c'est la clé donc de la disponibilité ça, en toute saison des André, produits. À l'efficacité de la brigade là, qui commence, déjà vous avez mis rapide. Il y a vraiment, quelque chose qui va changer, on peut le dire aujourd'hui à nos concitoyens, quand vous accolez rapide. Ensuite, la deuxième question, c'est, moi je me pose la question, vous dites, bon, on ne s'attaque pas aux commerçants, on comprend que voilà, c'est pas de dire que tous les commerçants sont mauvais, mais votre capacité de sanction, est-ce qu'elle existe vraiment? Moi, je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, la peur du gendarme n'existe plus trop dans ces milieux-là. C'est bien pour ça qu'il y a encore beaucoup de commerçants qui ne respectent pas tout ça. Est-ce que c'est des données que vous allez prendre en compte pour faire évoluer vraiment l'efficacité de votre action? Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a entendu
je dirais, beaucoup de plaintes de certains commerçants qui dénonçaient des contrôles intempestifs des agents du ministère du Commerce. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Certains disent qu'on a des contrôles intempestifs, qu'il s'agit des commerçants, qu'il s'agit des consommateurs, on n'est pas assez présent sur le terrain. Vous voyez, donc ça, c'est la preuve que nos agents travaillent. Ouais. Et il y a des attentes, je dirais, davantage des populations. Et ce sont ces réponses qu'on essaie d'apporter. Parce que la perception de notre action est importante. Et nous devons travailler à ce que la perception que les populations ont de nos populations et nos activités, nos actions rentrent en synergie. Et ça, c'est justement cette prise en compte qui nous amène justement à parler donc de réactivité, de rapidité, donc dans le déclenchement de nos actions. Et deuxième chose, comme je vous l'ai dit, nous n'indexons personne. Parce qu'en réalité, quand nous faisons le plafonnement des prix et que nous faisons l'analyse, je dirais, des visites terrain que nous avons faites, je vous donne un exemple précis. Nous avons fait 6 mois de plafonnement, du mois de mars au mois de septembre. Sur ces 6 mois, nous avons visité à peu près 22 000 points de vente. Sur les 22 000 points de vente, nous avons épinglé à peu près 1200 points de vente. Ça représente en réalité 94% d'opérateurs, de commerçants qui respectent les prix plafonnés. Donc, je veux dire, c'est relativement marginal le nombre de points de vente qui ne respectent pas. Mais ce n'est pas la perception qu'ont les populations. Pour les populations, on est dans un environnement où il y a, je dirais, un non-respect généralisé, un non-respect des prix, donc annoncé par le gouvernement, par les commerçants. Donc, effectivement, il y a tendance à indexer les commerçants comme étant tous des commerçants véreux. Ce n'est pas le cas. Et le ministre l'a dit, faisons en sorte que dans une synergie d'action, et surtout dans la paix, que les commerçants, les consommateurs soient des acteurs et surtout des visages de la lutte contre la vie chère et ne soient pas perçus par la population, surtout les commerçants, comme des visages de la vie chère. Et ça, c'est très important. Nous devons tous travailler à ce que le commerce en Côte d'Ivoire ne soit pas perçu comme des poches spéculatives qui entraînent la cherté de la vie. Et effectivement, je pense que la majorité des organisations professionnelles de commerçants l'ont bien compris et nous accompagnent dans nos actions. Oui, petite question rapidement, je vais rebondir, Monsieur Calment, sur les 6% justement dont vous parliez de commerçants qui ne respectent pas. Cas pratique, parce que moi j'ai eu le cas encore la semaine dernière, vous arrivez, un prix est affiché. On sait que normalement, quand on arrive en caisse, on doit payer le prix qui est affiché, mais ça, ça m'est arrivé encore 2 ou 3 fois la semaine dernière en faisant mes courses. C'est-à-dire le commerçant même discute. Alors moi, je veux bien que demain, j'appelle le numéro vert ou bien quand l'application sera effective, que je puisse envoyer. Mais concrètement, quand on est sur place, comment on fait quand on a un commerçant qui a pourtant affiché un prix et qui refuse, une fois au passage en caisse, que vous payez à ce prix-là? C'est ça. Donc, je vous assure, vous avez des droits. Et c'est pour ça que depuis 2016, le gouvernement a fait voter le Code de la consommation. Vous avez le droit, en tant que consommateur, et c'est l'un des défis que nous devons tous relever, c'est de faire de vous un consommateur averti. C'est-à-dire un consommateur qui connaît non seulement ses droits, mais qui connaît ses devoirs. Et votre droit, c'est de pouvoir dénoncer. Vous avez un pouvoir de dénonciation. Vous avez un pouvoir, et ça je vous le dis aujourd'hui, en tant que consommateur, vous avez un pouvoir d'ester en justice. C'est-à-dire que vous avez le droit de saisir le procureur pour dire attention, d'aller dans un commissariat pour porter plainte. Pas forcément chez nous, même au ministère du Commerce, mais même dans un commissariat, porter plainte contre un commerçant qui ne respecte pas la réglementation en vigueur. Parce qu'un prix affiché est un prix qu'on doit payer à la caisse. Justement, je vais prendre le mot. Mais sincèrement, moi, je me dis, je n'ai pas forcément envie de traîner ma commerçante chez qui j'achète. Utilisez l'application mobile. Mes trucs en justice, c'est long. Et si j'ai besoin du produit, là, tout de suite. L'application mobile est faite pour ça, ou la ligne verte, le 1343. On a une ligne verte, il faut l'utiliser, le 1343. Mais l'application n'est pas encore fonctionnelle. Non, mais vous avez la ligne verte. La ligne verte. 1343. On a besoin de vous ces avez produits-là, tout de le suite. site web du ministère. Non, je vous assure, vous avez le site web du ministère qui est donc commerce.gouv.ci, où vous avez donc un lien interactif où vous pouvez communiquer avec le ministère. Vous avez notre page Facebook, vous avez notre page Twitter, nous sommes également sur YouTube. Donc c'est pour dire que nous avons... Vous avez tous les supports. Tous les supports. Même YouTube. Vous êtes digitalement posé. Digitalement, le ministère du Commerce est outillé pour répondre aux préoccupations des populations. Je vais vous prendre au mot, M. Kwazan, sur la question de l'affichage des prix. Bon, une économie qui est quand même, vous avez parlé de ces 22 000 points de vente, mais je pense que ces 22 000... Qui ont été visités. Qui ont été visités, mais enfin, la majorité de ces 22 000 points, rassurez-moi, sont dans l'informel. Parce que
Non, c'est une question que je pose. Ils sont en informel, parce qu'à quel moment on va demander à Tata Martine, au marché de Port-Bouet, d'afficher les prix? Donc il y a un vrai problème. Je me demande si il n'y a pas une forme de dichotomie entre les ambitions que vous affichez avec la réalité de terrain. Parce que c'est ça. Elles vont ces clinglets, vous savez, ces ignames-là. Bon, je ne sais pas, elle ne va pas mettre un panonceau pour dire que ça coûte combien. Enfin, comment on fait tout ça? Parce que c'est ça aussi la réalité du terrain. De plus en plus, sur certains marchés, vous serez agréablement surpris de constater que l'affichage de prix existe. Hein. Voilà, non, je veux dire... Ça, c'est à Cocovico, chez Kevin Aubin, vous parlez de marché. Mais Non, attendez, mais au marché de Port-Bouet 2 à Yopougon, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de prix affiché. Écoutez, en Côte d'Ivoire, vous avez plusieurs types de commerce. Ouais. Non, on est tous d'accord, on a plusieurs types de commerce qui se juxtaposent. Vous avez le commerce, je dis, très moderne, et avec tout ce qui est grande surface. C'est ça. Et sur ce point-là, la Côte d'Ivoire est... Nous sommes bien organisés, ça marche. Voilà, Ça, nous sommes on peut très pas se plaindre, organisés. ouais. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que plus de 26% de la population utilise les centres commerciaux. Ouais. Donc ça, c'est très important. Et là-bas, vous n'avez pas ce problème d'affichage des prix. On est d'accord. On est tous d'accord. Tata Voilà. Martine, il est le seul à y aller. Il n'est pas sérieux. Vous n'avez pas ce problème d'affichage des prix. Lorsque vous arrivez maintenant, comme vous le dites, dans le marché, il y a une véritable travail qu'on continue à faire. Parce qu'effectivement, je veux dire, il faut moderniser le commerce intérieur. Et je pense que ça, le ministre Suleiman Diarratouba est en train d'initier, je dirais, la modernisation du commerce intérieur. Nous sommes en train d'élaborer la stratégie de modernisation du commerce intérieur qu'on va bientôt présenter au gouvernement, qui prend en charge tous les axes que vous avez soulevés. Parce que, vous savez, nous sommes dans un processus qui est continu et sur lequel il faut qu'ensemble, les acteurs du commerce puissent, je dirais, porter cette modernisation au cœur du dispositif national de la Côte d'Ivoire. Mais rassurez-vous, les bonnes femmes qui sont dans les marchés, même s'il n'y a pas d'affichage des prix, il y a la capacité de négociation qui existe dans les marchés. Ça, c'est vrai. Ce que vous n'avez pas dans un point de vente moderne où l'affichage des prix est fait. Donc ça, c'est un élément. Mais je veux dire, ce n'est pas ça la réglementation. La réglementation, c'est d'amener toutes ces bonnes femmes dans le cadre des formations que nous initions, dans le cadre, je dirais, de l'accompagnement des acteurs du commerce, de la migration donc, du secteur informel vers le secteur formel. Ça aussi, ce sont des programmes que nous avons donc en développement qui vont permettre effectivement que sur l'ensemble de nos marchés, les prix, l'affichage des prix soient effectifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la contrepartie de la liberté des prix, c'est l'affichage des prix. Alors, j'ai Tata Martine, justement, qui m'a envoyé un petit message. Elle dit, c'est bien tout ça, mais après, comment on va chercher les trucs, les panonceaux pour afficher les prix et tout ça, quand on sait nous-mêmes que... Qui va payer ça, en fait, monsieur le directeur? Non, va vous financer savez, tout ça? l'affichage, c'est par tout moyen. Hein. On a besoin juste une ardoise. Voilà, moi, vraiment, vous le dites, mais vraiment, de plus en plus, quand vous arrivez, vous avez parlé des marchés Cocovico, il y a beaucoup de marchés qui font beaucoup d'efforts. Où vous arrivez, le prix de la tomate est affiché. on met le kilo. Le prix, voilà, sûr, le kilo à tel prix, même la viande, vous avez le prix. Donc, c'est des choses sur lesquelles, soyons patients, on va y arriver. Il y a une prise de conscience. On sait qu'il faut sensibiliser, il faut former, et c'est vraiment, je dirais, un processus. Prenons en compte ce processus. La dernière question de cette entrevue, c'est avec Élisée Boloubeu. Monsieur Kwazan, c'est de savoir, est-ce qu'il existe une passerelle entre le ministère du Commerce et les autres ministères? Parce que la question de la vie chère touche également les autres secteurs. Je prends par exemple celui des transports. Je prends même celui de l'énergie. Est-ce qu'il existe un comité qui travaille en synergie? Parce que lorsque le carburant augmente, systématiquement, c'est une répercussion sur les autres produits. Est-ce qu'il y a un comité qui existe pour travailler là-dessus? Le Conseil national de lutte contre la vie chère, Que préside le Premier ministre. que préside le Premier ministre, qui est l'organe dans lequel, effectivement, toutes les structures de l'État, y compris même les acteurs du commerce et les consommateurs, se retrouvent pour débattre des questions donc, de la problématique de la vie chère et y apporter des solutions. Et je crois que le Conseil fonctionne très bien, parce que je pense que le Conseil est très actif. On a reçu des associations de consommateurs ici qui ne sont pas très alignés. Dont Alain Taï, par exemple, qu'on a reçu ici, qui était très critique sur le fonctionnement du vous savez, Conseil. nulle organisation ne fait l'unanimité. Okay. Voilà. Mais le plus important, c'est que si vous suivez bien l'actualité, le Conseil a été très actif dans la communication je dirais, la diffusion de la communication gouvernementale. Et aujourd'hui, vous savez, il a dit, Élisée, tout à l'heure, et je pense que c'est très important, nous sommes dans une période d'abondance des produits vivriers. Mais là, personne n'en parle. Ouais. On ne dit même pas que les prix ont baissé, personne n'en parle. On va attendre janvier, février pour dire, oh là là, que fait le gouvernement? Ça ne va pas, c'est la cherté de la vie. Mais là, voilà, vous avez tout saisi. Je veux dire, nous sommes dans un marché de l'offre
et de la demande. Mais il est bon, dans ces périodes-là, qu'on comprenne tous le mécanisme, qu'on s'approprie le mécanisme. Et j'ai parlé d'être un consommateur averti. De telle sorte qu'il faut, on le répète souvent, changeons nos habitudes de consommation, consommons les produits des saisons. C'est très important. Nous rentrons au mois d'octobre dans le mois du consommer local. On va énormément communiquer sur les produits locaux. Donc, il est bon que chacun des consommateurs ivoiriens, selon les périodes, adapte son alimentation aux produits locaux et aux produits de saison. Je pense que si on arrive à avoir ce réflexe, je peux vous assurer que la problématique de la cherté de la vie va trouver aussi un axe d'atténuation à travers. Mais moi, je pense que l'Ivoirien lambda, justement, qui gagne le SMIC, voilà, il se réfère qu'aux produits de saison. Hein. Il ne peut pas débourser une somme folle pour manger un produit, enfin, en tout cas, pour acheter au marché un produit qui n'est pas de saison. Il faut qu'on accentue. Donc, ça, c'est déjà fait pour l'Ivoirien lambda. C'est déjà dans ses habitudes. Il faut qu'on accentue. C'est un élément, c'est un axe important. C'est bien gentil de nuancer. C'est un axe important. Non. On le dit ici, mais la réalité, souvent sur le terrain, vous êtes en plein mois, je ne sais pas, de période d'igname. Bon, vous voulez manger plutôt de la banane plantain où on en trouve 2 bananes à 1000 francs. Aujourd'hui, c'est le régime entier qui fait 1000 francs. Il y a quelques temps, tout le monde se plaignait. Donc voilà, la tomate était à 1500, 2000 à un moment donné. Aujourd'hui, vous avez la tomate à 400 francs. C'est pour dire que les actions que nous menons doivent être bien comprises et on doit et le ministre l'a dit aujourd'hui, hein, pour ceux qui ont suivi l'actualité, et c'est très important, il faut que consommateurs, commerçants et vraiment tous les acteurs puissent, dans une synergie d'action, travailler à apaiser le climat social et surtout travailler à ce que la lutte contre la vie chère soit une affaire de l'ensemble des Ivoiriens et on accepte que ce soit un processus et la Côte d'Ivoire, sur ce point-là, a énormément relevé de défis et ça nous permet donc, je dirais, de calmer le Fonds social, parce que le gouvernement a fait beaucoup. Monsieur Kwassa, merci beaucoup. Monsieur Kwassa, Monsieur Kwassa, merci beaucoup. Je rappelle donc que la brigade de contrôle rapide a été donc opérationnelle, donc présentée aujourd'hui même. Donc ça veut dire que dès ce soir, dès demain, hein, quand même, il faut laisser l'occasion aux gens. Alors justement, Alain, c'est quoi rappelez-moi de votre village, s'il vous plaît. À Nekede. D'accord. Bon, disons Bayota. D'accord. Donc ça veut dire qu'à Bayota, oh super. Pour pouvoir atteindre justement votre village, de jolies motos à Bayota bientôt. Brice, vraiment avant de peut-être clore, permettez-moi juste 10 secondes, vraiment remercier sincèrement le gouvernement, le ministre du Commerce, le Premier ministre pour l'action qu'ils ont posée qui permet vraiment aux agents du ministère du Commerce d'être aujourd'hui en situation de répondre à l'attente des Ivoiriens. Rappelle le numéro vert. 1343. 1343. On va Merci l'essayer, beaucoup, hein. monsieur. Choisan. Je rappelle, vous êtes directeur général du commerce intérieur. Vous étiez sur notre plateau ce soir pour nous parler justement de la réponse efficace du gouvernement donc, à la question de la lutte contre la cherté de la vie de notre pays. Merci à tous les amis autour de cette table. Merci à vous téléspectateurs chez vous à la maison. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.